marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Plusieurs fois par semaine, ici on décortique, on analyse, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Et nous sommes en train de finir la plus grosse semaine de catch de l'année, la plus grosse semaine de catch de tous les temps. On a eu du catch quasiment toute la semaine. On a suivi, on est là jusqu'au bout. WrestleMania nuit 2, je suis Raphaël, je suis accompagné de celui qui a réussi le grand chelem. Si vous avez écouté toutes nos analyses précédentes, il a été là toute la semaine. Il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais découragé. Au contraire, je crois qu'il est même tonton. Comment ça va? Hello Raphaël, yeah. Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Et ouais, on est à fond les ballons. Et, ouais, et celui qui a failli faire le grand chelem, mais il était pas là, il a raté la première session de Monday Night Raw, mais il sera peut-être là pour le prochain Raw demain. C'est Papy, comment ça va Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, mais oui, comment ça va toi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Moi j'ai fait une petite pause au milieu avec SmackDown, donc ça va, j'ai la forme. Ouais, moi j'ai raté la première marche, mais heureusement, je me suis rattrapé aux branches comme ça, j'ai réussi à poursuivre ma montée ensuite. Eh ben très bien, on a une grosse pensée pour notre ami Ringside qui aurait bien aimé être parmi nous, mais qui n'a pas réussi à poser son jour de repos, malheureusement. Et puis à notre ami Giscal, dont on vous avait teasé le retour et qui reviendra sûrement un jour, qui était chaud comme tout pour nous parler enfin du retour du public, mais il a des occupations familiales, voilà, il a choisi lui-même de builder sa propre team. Donc il nous a donné un peu son avis, on pourra peut-être en parler, mais il avait l'air content quand même de revoir du catch Giscal. Et puis pour le revoir à lui, ça sera la prochaine fois. Voilà, Mais soyons patients. voilà, soyons patients. Quand sa fille sera adolescent, peut-être qu'il aura un peu plus de temps libre. Eh bien, nous commençons ce deuxième soir de WrestleMania sans la pluie. Bonne nouvelle, on commence à l'heure. Il fait sec, le public est tout sec, tout le monde est bien propre. Les pyros peuvent envoyer du pâté et on commence avec nos guest hosts, Titus O'Neill et Hulk Hogan, qui sont habillés en pirates, qui racontent un peu n'importe quoi, voilà, en nous disant oh là là, il y a 7 matchs ce soir, il y aura 5 matchs pour des ceintures, c'est formidable. Au passage, nous avons notre technicien du son à nous, Tonton Chris, qui nous confirme qu'il y a eu censure sur les huées de Hulk Hogan. Hulk Hogan aurait été hué, Tonton, c'est bien ça? Oh oui, et puis là, du coup, les réseaux sociaux, hein, vous savez comment ça marche dorénavant au XXIe siècle, hein, se sont lâchés à mort pour donner les véritables ambiances sur Twitter ou ailleurs de ce qui se passait vraiment dans la salle quand Hulk Hogan en particulier, on en parlera un peu plus tard aussi à propos de Logan Paul, mais Hulk Hogan en fait s'est fait copieusement huer par le public. Et quand on regardait, on avait l'impression qu'il y avait une pop d'enfer, mais non, c'était pas la réalité. Ouais, alors mystérieux, est-ce qu'il s'est fait huer comme ça la veille ou tu penses ou est-ce que Ah Et, mais, ouais. tout le temps? mais c'est marrant parce que, alors je sais pas, faudra que je regarde le truc rediffusé, mais alors moi en live, on les entendait les huées. Et c'est ça qui me semble bizarre. Alors ils étaient peut-être un peu Elles adoucis, elles mais étaient on en les sourdine entendait, hein, quand c'était même. juste. Elles Ah étaient un ouais, peu en ils étaient en sourdine, ouais. sourdine, ouais. Mais par contre, on n'entendait pas une pop en fait. Tu t'entendais bien que la pop était que quand Titus parlait et que quand c'était Hogan, t'entendais ouh, ouh, ouh. Alors Ça c'était faisait peut-être le en bruit de sourdine. Thunderdome. Ouais. Mais on se faisait la réflexion avec les gens qui suivaient le live en disant bah tiens, Hogan il est hué, qu'est-ce qui se passe là? Et donc ils ont peut-être effectivement mis le mute sur le bouton à ce moment-là. Bon, on sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il commence à saouler tout le monde à son âge hein, et qu'il a quelques casseroles, mais en tout cas, c'est pas Je sûr pense que c'est une casserole, ouais. soit réinvité Hulk Hogan pour les prochains. Mais effectivement, je profite, on est au début du show pour saluer et pour féliciter tous les courageux qui étaient sur notre Discord et qui ont suivi le live en direct. Donc il y avait Papy et puis il y en avait d'autres Alors, qui était là alors, papy? qui étaient là. Papy, Qu'on cite les, les qu'on noms. les, qu'on les cite à l'antenne quand même, parce que Pour quand les même. citer à l'antenne, Ah ouais. alors attendez, je ressors la liste parce que du coup j'ai oublié, je suis fatigué. Il y avait Babylus, ça c'est sûr, il y avait Exec Texan, ça c'est sûr. Il y avait aussi du coup Kyrias. Kyrias, bien sûr, comment Ah, oublier Kyrias. Il me semble qu'il y avait Artanor qui était là. Et Artanor qui est un petit jeune qui n'en veut. voilà, et il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce que j'ai pu oublier? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je remonte. Je triche un peu, je remonte le Discord. Ah non, il y avait peut-être personne d'autre. Mm. Bon, Enfin, si j'ai déjà, oublié quelqu'un, je m'en veux. Ah si, il y avait Guillaume Chetty, qui est ah, un récent du Discord. respect à tous ces discordeurs de catch-up, franchement, quoi, chapeau bas, hein, messieurs et mesdames. Bravo à vous. Ouais, Et oui. tonton, nous on était au lit, mais on a vu ça Ouais. ensuite le lendemain sans problème. Bon, bah, moi, j'étais debout à 6 h du mat.
Ah ouais, au moment où ils se couchaient, les petits jeunes. Ouais, en fait, c'est ça. Au moment où vous êtes Exactement. couché, moi, j'ai mis la. Voilà, on fait des relais, en fait. On fait des tags. Voilà. Et au moment où vous vous êtes couché, bah, moi, c'était le moment où je lançais le début du show, quoi. Catch-up 24/7. C'est ça. Exactement. Exactly. Et donc, vous étiez réveillés pour voir le début du show, le premier match, donc qui est un des seuls matchs de la soirée, du coup, qui n'est pas pour l'enjeu d'une ceinture. Donc, c'est Randy Orton qui ouvre la soirée, qui arrive en slip blanc, qui fait attention à pas se casser la gueule en glissant, et qui va affronter donc The Fiend, voilà, cette fameuse feud qui dure depuis des mois. The Fiend qui a passé 3 mois au service des grands brûlés du CHU de Limoges et qui est de retour. Mais c'est pas lui qui arrive, c'est Alexa Bliss d'abord qui débarque avec sa tenue du Alexa Bliss Playground. Et elle trouve une énorme boîte à musique sur son chemin, là, une petite boîte à musique qu'on fait tourner. Et elle y va, elle fait tourner la petite boîte à musique. Et puis au lieu de voir sortir un diable avec un petit élastique, là, elle fait sortir tout simplement The Fiend lui-même, voilà, le diable grandeur nature qui sort de sa boîte. Une séquence assez impressionnante. Ensuite, le Fiend, il tourne le dos au ring. Alors, il y a 3-4 secondes de flottement où on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, en fait, il se retourne et il saute sur le ring. Il fait une grosse clothesline. Il descend sur Randy Orton. L'arbitre lance le début du match. Match qui va se passer entièrement sous lumière rouge, voilà, pour rester dans les ambiances du Fiend. Le monstre, il commence assez fort hein, sur Randy Orton. Il le prend de vitesse. Donc, il a fait la clothesline. Il va enchaîner quelques coups. Mais Randy Orton va rouler à l'extérieur du ring et puis prendre le dessus. Il fait tomber, comme il le fait là, il soulève le Fiend et il le fait chuter sur la table des commentateurs. En remontant, il va lui faire son fameux DDT avec appui sur les cordes, sauf que le Fiend il se relève. Il a pas mal du tout, il sent rien, hein, il fait du nocelle. Du coup, Orton il en placera un deuxième, puis un troisième DDT sur les cordes. Donc là, le Fiend il commence un petit peu à avoir un petit peu mal. Randy Orton il lui fait ses traditionnels tours du monde, là, en lui donnant des coups de pied sur les mains, un peu partout. Mais voilà, le monstre se réveille, va faire Mandible Claw à Randy Orton. Il le coince dans sa Sister Abigail. Et là, tout d'un coup, il se fige. Il regarde au-dessus. Il regarde la boîte à musique. Alexa Bliss a complètement changé. Elle qui était dans sa petite tenue toute rose, toute mignonne. Elle est entièrement vêtue de noir. Elle a une couronne christique. Et elle est en train de saigner du pétrole, du crâne et tout. Là, c'est dégueulasse. Elle est en train de se couvrir d'un liquide noir. Personne ne comprend, pas plus le film que nous. Et du coup, il prend un RKO. Et 1, 2, 3. Randy Orton remporte le match. Je pense à la surprise unanime du public et des parieurs. Il s'en va, il demande pas son reste. Randy Orton, hein, il est pas là pour fêter la victoire. Donc le Finn qui commence à être sur une bonne grosse losing streak contre Orton, il regarde Alexa Bliss droit dans les yeux, la lumière s'éteint et quand elle se rallume, tout a disparu. Et le public a l'air un petit peu déçu quand même. Papy, ton Ah oui, impression? là pour le coup, on parlait de lui tout à l'heure pour Hogan, là ce coup-ci, on les a bien entendus. Ouais. Lui, il était pas content le public par cette fin. Ce que je peux comprendre, alors le reste du en fait, c'est drôle, c'est qu'en fait le reste est nickel chrome en fait. L'entrée est super, le passage du Fiend qui se régénère et qui redevient le Fiend avec son nouveau masque, le saut depuis la boîte à musique, enfin le match en lui-même est pas ultra spectaculaire, mais bon, c'est toujours un peu le cas avec Orton et le Fiend. Donc, mais par contre, il est intense, le public à fond dedans, et puis tu as cette fin avec le RKO qui surprend un peu tout le monde. À ce moment-là, le public est pas encore déçu, il est juste un peu choqué, mais c'est surtout l'espèce de disparition en fait qui pour le coup, est un peu foireuse, je trouve, parce que là, tu as vraiment l'impression de te retrouver un truc genre, regarder au prochain Raw pour savoir la suite, suspense. Et ça, pour le coup, le public n'a pas trop adhéré. J'étais pareil, hein, j'ai pas trop adhéré non plus. Ça me fait pas non plus me mettre tout à la poubelle, mais par contre, c'est vrai que c'est un poil dommage comme d'avoir ce finish comme ça. On en parle souvent du finish, et puis bah là, le coup, ça laisse un petit goût d'inachevé dans la bouche. Et je voulais dire quelque chose, je me suis zappé, mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Je laisse la main. Allez, tonton prend la main. On en avait parlé entre nous, hein, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus fort après TLC, après avoir brûlé vif un homme. C'était bien ce qu'on craignait. C'était que ça nous déçoive un peu là, du coup, non? Ouais, écoute, le match a duré moins de 6 minutes, donc ça a déjà été mon premier étonnement. Ensuite, Randy Orton, on m'appelle le chevalier blanc. Je me rappelais pas avoir vu Orton en slip blanc. On est tellement habitué à le voir tout le temps en noir que là, tout à coup, le voir vraiment
en chevalier blanc, ça m'a fait un drôle d'effet, c'était marrant. Écoute, comme toi, comme tu l'as décrit, j'ai bien aimé l'entrée. Alors j'avais un doute, hein, sur ce match, je l'avais dit pendant la review, de la Night One. Allez voir, elle est déjà en ligne. Et j'avais un doute sur le fait qu'on allait avoir un cinématique match sur ce coup-là. Donc quand ça a commencé, je me suis dit, ah bon, bah c'est cool, on a un match live là. Donc j'étais plutôt satisfait de ça. Et effectivement, 6 minutes, moi j'ai été vachement étonné de la durée du match. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi court. Et puis, bah, j'espère que vous avez des histoires à me raconter sur ce qui va se passer après, parce que là, franchement, la fin m'a laissé vraiment dubitatif. J'ai pas trop pigé là. On va pas se lancer vers une rivalité Alexa Bliss The Finn quand même. Ça serait quand même un petit peu fort de café. Euh, ouais, j'ai pas trouvé un grand intérêt à ce match. Bon, les lumières rouges, ça reste quand même assez spécial pour suivre le combat. Quand ils se sont retrouvés ringside, je pense qu'il y a un spot qui foire parce que Orton balance sur la table des commentateurs le film, mais la table ne cède pas. Voilà, j'étais étonné que le film se fasse. En fait, il y a un truc bizarre, c'est qu'il se prend 3 DDT où il fait quasiment du no-sailing, mais il prend un seul RKO et ça suffit pour prendre le pin. Donc, moi, je vous avoue que tout ça, ça m'a vraiment laissé perplexe. Euh, j'ai j'ai envie de penser que cette rivalité est terminée, mais il y a une part de moi qui me dit mais non, non, c'est pas fini cette affaire, quoi. Et puis, dernier truc sur lequel j'aimerais bien entendre votre avis aussi, quand même, c'est sur ce retour finalement du Find. Tu dis il a été grand brûlé au CHU de Limoges. Et bah écoute, il faut croire que le service du CHU de Limoges des Grands Brûlés est vachement efficace, hein, parce que on a un Find tout clean qui est revenu sur le ring, quoi. Terminer les brûlures, terminer le cosplay complètement cramé. Donc tout ça, ça m'a pas emballé des masses, quoi. Ils ont beaucoup de biafine. Il explique, il y a une espèce de petit tour de passe-passe magique Oui, où oui, il oui, se oui. régénère en fait. Au moins ils l'ont mis en image. Alors après c'est un peu le symbole du ta gueule, c'est magique. Mais bon, c'est un peu ça quoi. Ouais. Et en gros, il traverse un couloir, pouf, il se régénère en traversant le couloir. Bah, en tout cas, enfin même si c'est pas forcément expliqué, au moins j'ai le public qui a super bien réagi à ce moment-là. Là, quand il se régénère, là, tu as le public qui fait: «Oh putain!» Ils étaient vraiment à fond dedans quoi les gars. En même temps, c'est le premier match de la soirée, donc je les comprends. Ouais, moi j'ai du mal avec. Je trouve que ce match complique encore plus. Tu viens de le dire, tonton. Pour moi, c'est le plus gros problème. C'est l'histoire du film, en fait. C'est-à-dire que dans le catch, on dit toujours qu'on a cette fameuse suspension d'incrédulité. Euh, Quand on a un personnage surnaturel comme le Fiend, c'est d'autant plus casse-gueule. On va dire que l'exemple un peu référence, c'est l'Undertaker, Kane, tout ça, qui étaient des personnages euh, Surna- très puissants, Surnaturel. surnaturels, mais qui avaient leurs faiblesses. Là, le Fiend, je trouve que c'est complètement inconstant, c'est-à-dire qu'il y a eu ce fameux match en cage qui était désastreux, là, le fameux avec Rollins, où il survit à 24 ou 25 curb stomp. Après, donc là, à TLC, il s'est fait brûler, on se souvient même plus trop pourquoi. Orton a pris le dessus, mais un peu comme ça, à la régulière, clean. Et là, c'est pareil, comme tu dis, RKO, et puis c'est bon, le mec, il revient de 3 mois d'entre les morts, il a survécu au grand incendie. Et puis finalement, bah, finalement, pour moi, le Fiend, ouais, il fait plus peur, quoi. C'est un peu un loser, il fait peur quand il arrive, mais il arrive pas à gagner grand-chose. Là, il a été complètement bouffé dans sa feud par Orton, qui l'a largement dominé. Le choix aussi de la progression dramatique, de faire là un simple wrestling match classique, mine de rien, sans stipus, sans rien, après avoir eu tout ce qu'on a eu, c'est très bizarre. Et alors, je ne sais pas, oui, ce qu'on va nous raconter, c'est Alexa Bliss qui a un peu fait revenir le Fiend. Alors, est-ce qu'elle le trahit? Est-ce qu'elle est déçue? Est-ce qu'elle est amoureuse? Alors, du coup, comme il l'a abandonnée, elle est triste, je sais pas, mais et puis j'ai pas trouvé ça, enfin, le moment censé avoir choqué le film Alexa Bliss, la toute dégoulinante, c'était, plus bizarre que choquant, en fait. J'aurais préféré qu'elle ait un espèce de masque horrible ou je ne sais pas, j'ai pas moi, je suis pas trop rentré dans mon WrestleMania sur ce match-là, j'avoue. Par contre, je tiens quand même à souligner l'hommage de Bray Wyatt, parce que même s'il était sous le masque du film, mais là, on sent bien que c'est Bray Wyatt qui fait cet hommage sur le gros plan qui est fait sur le visage du Fiend. Je ne sais plus à quel moment exactement dans le match, mais où il fait l'hommage, il fait le yeah 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 de notre ami Luke Harper Brody Lee, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était cool de sa part à WrestleMania de rappeler quand même l'immense Luke Harper.
C'est vrai, petit souvenir, voilà, dédicace. Mais globalement, match, un peu, bah, moi je disais que c'était le match dont j'attendais le moins, donc je sais plus trop quoi dire. Finalement, j'en attendais pas grand-chose, mais j'ai pas été, Ouais, cloué sur mon siège, quoi. en fait, je me suis dit: «Au moins, ils ont pas fait de catastrophe». C'est toujours ça de prix, j'avais vraiment peur de la grosse catastrophe industrielle. Là, Ouais. bon, c'est pas top, mais en même temps, j'étais comme toi, c'était vraiment celui où j'attendais le moins. Mais entre leur dernier match à WrestleMania où il y avait des asticots et puis tout ce qu'on a eu pendant 3 mois, à se foutre le feu à la veste et puis ouais, bon, c'était pas la meilleure feu de ces dernières années, quoi. Ils ont mis le paquet, mais marche pas toujours. Allez, on va enchaîner puisqu'on fait le même, un peu la même, organisation que la veille, hein. On enchaîne deuxième match de la soirée, les tag teams féminines. Donc on a eu ce magnifique, Turmoil, Gauntlet match, WrestleMania Night 1. On vous laisse écouter notre analyse, on a adoré et donc les gagnantes, les grands gagnantes de ce prestigieux combat, c'était Natalya et Tamina. Donc elles ont un title shot contre Nia Jax et Shayna Baszler, un match qui va être étonnamment long pour le coup, avec une vraie intensité, des échanges variés de part et d'autre. Shayna Baszler notamment qui envoie son gros genou dans la tronche de Natalia qui en est complètement KO. J'ai même eu l'impression qu'à l'extérieur, Nia Jax qui portait un body slam à Tamina, c'était presque pour occuper un peu l'écran, improvisé, parce qu'elle a mis un peu de mal à la Canadienne à se remettre de ce coup de genou. Un peu plus tard, eh ben, on aura la revanche, puisque c'est Tamina qui va réussir à soulever Nia Jax, à lui porter un body slam, même si bon, c'est un peu difficile, mais quand même, on va le vendre, hein, ça va faire un near fall à 2,99. Nia Jax, elle, plus tard, depuis le turnbuckle, fera un body slam sur ses deux adversaires féminines, sur Natamina au complet. Au final, Natalia réussit à planter le sharpshooter à Nia Jax, mais ce qu'elle n'a pas vu, c'est que la seconde d'avant, eh ben, il y avait eu un tag qui était fait. Donc en fait, c'est Shayna Baszler qui est la femme légale. Donc sharpshooter ou pas, ça sert à rien. Et Baszler, elle arrive, elle fait son Colorful Clutch sur Natalia, qui, tel Drew McIntyre la veille, ne n'abandonne pas, mais s'évanouit. Et donc finalement, une corde de plus à l'arc des championnes, une tête de plus à leur trophée, enfin deux têtes de plus, voilà. Nia Jax et Shayna Baszler, sans Reginald, continuent de régner sans partage sur cette division féminine. Est-ce que tu t'attendais à cela? Je crois, tonton Chris, non, tu pariais nouvelle championne, hein, toi. Ouais, moi je pensais vraiment que là, Natalia et Tamina, c'était leur soirée et que là, elles allaient gagner ce match. Alors, un match de 14 minutes 18, hein, donc elles ont eu du temps d'antenne, il n'y a pas de problème. À noter l'énorme pop qu'a eu Tamina tout au long du match, quoi. Elle a été mais supportée par le public comme jamais, quoi. Je cherchais, c'était quand la dernière fois que j'avais entendu Tamina se faire autant supporter par le public, mais là vraiment incroyable, quoi. Les Let's Go Tamina, ça partait dans tous les sens. Et puis, écoute, ouais, quand même une pointe de déception hein, de la défaite de la team Natamina, quoi. Mais je crois on veut continuer à builder de plus en plus fort Nia Jax et Shayna Baszler. Et puis, ils y arrivent hein, au final, hein, ça marche, hein, puisque elles roulent sur toute la concurrence, quelle qu'elle soit. Et elles continuent leur petit bonhomme de chemin. Alors oui, tu as bien fait d'en parler, puisque où était passé le Reginald, quoi, où était passé le majordome, là, j'étais étonné, en fait, de ne pas le voir. Je m'attendais vraiment à sa présence, et puis, bah non, pas du tout. Donc, Il était malade a priori. il était malade. Ouais. Le Il me semble pauvre. avoir lu ça qu'il était malade, qu'il a fait un tweet en disant qu'il était malade, mais qu'il est supporté. Il me D'accord, semble, ok. hein, D'accord. à checker quand même. Donc, écoute, c'était un match correct. C'était pas fou, mais c'était correct. Quelques moves assez impressionnants quand même. Et puis, bonne, belle agressivité, j'ai trouvé de la part de Nia Jax. Et qui nous fait son crossbody là sur les deux là, c'était assez ça, ça à chaque fois j'avoue que ça me laisse pantois. Et bon voilà, c'était correct quoi. C'était pas fou, c'est sûr, mais c'était correct. Papy? Ouais, bah, moi, c'était, une bonne surprise. J'étais plutôt, satisfait de ce match-là, même, par rapport à d'autres matchs qu'on a vus ou qu'on verra, c'était même plutôt un match qui se situe dans la bonne moyenne. Les filles ont eu le temps de dérouler, ça a racheté un peu le match de la veille des tag teams qui était vraiment pauvre. Là, pour le coup, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu vraiment un truc raté. Alors, c'était pas parfois pas forcément super vivace parce que vu le physique des filles, mais par contre, c'était plutôt bien fait. Il y a la belle histoire effectivement, de Tamina qui, du coup, arrive à convaincre le public de la suivre alors que, bah, c'est Tamina, quoi. Elle est terrée il y a 2 jours et maintenant ça devient, la chouchoute du public avec Natalia qui pousse aussi pas mal pour l'encourager
Et puis il y a eu toute une petite histoire de Tamina qui essaiera de porter Nia Jax pendant tout le truc et au final elle y arrive pour un gros near fall. Donc ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, plutôt propre, l'histoire bien racontée, les gentils étaient bien soutenus par le public du coup. Enfin, je trouve que ce match-là a pas coché toutes les cases, mais en tout cas a rempli le job. Et ben ouais, moi je suis aussi très agréablement surpris, surtout que le premier match effectivement m'a plutôt déçu, mais là, je dirais pas que ça rentre totalement dans la deuxième nuit parce que ça reste un enjeu un peu secondaire avec des catcheurs, catcheuses qu'on un peu secondaires dans nos centres d'intérêt, mais qui ont eu ben, surtout déjà le temps, hein, la disponibilité pour construire un vrai match. Donc j'ai bien aimé la rencontre et surtout, ben, je suis peut-être un peu déçu comme tonton sur le résultat, mais au moins j'étais surpris de l'issue de manière plutôt positive. Voilà, il y avait un suspense, il y avait pas, c'était pas totalement acté ni gravé dans la roche, et donc c'est une belle performance, je trouve. On n'attendait pas autant pour le coup de ce match-là. À noter que, spoiler, c'est mon seul bon prono de la soirée. Tout le reste, je me suis planté, mais celui-là, je l'avais vu, bordel. Bravo papy. Alors donc le second match, tu avais le troisième match, pardon, tu avais un mauvais prono. On va voir de suite Bah ce qui oui. s'est passé. C'était un match de francophones, mais bon, il y aura pas un seul mot de français échangé, hein. C'est le match des Québécois. C'est le match de Kevin Owens contre Sami Zayn. Sami Zayn qui arrive excité comme une puce et donc il introduit lui-même au micro son pote Logan Paul, donc le fameux YouTuber qui, tonton, va nous en parler de suite, prend également petite huée, c'est ça? Ah ouais, il se prend un Logan Sucks, oh! Pareil, assez énorme. Alors là, il y avait des images, hein, aussi sur les réseaux sociaux là-dessus, sur, comment le public a réagi. Alors je sais pas si c'était par, détestation du youtubeur ou si c'était par, simple fait, de respecter l'alignement. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, le mec, a pris la marée. Oui, je suis assez étonné sur ces histoires d'alignement parce que pour moi, il accompagne Sami Zayn, mais ça se voit qu'il le fait à moitié. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à SmackDown là quand il veut pas trop boxer avec lui, il veut pas trop être son pote. Il avait l'air plus gêné Ouais, moi, par je pense Sami que Zayn. c'est juste parce que c'est un youtubeur et puis, enfin, globalement, les gens, hors catch qui viennent, dans les shows de catch, ils ont toujours du mal à se faire, apprécier, hein, je trouve, hein. Souvent, ils ont tendance à tourner heel, Lucien Mayweather, c'était pareil. C'est souvent, tu l'impression qu'il passe pour un sale con, hormis si c'est une méga star. Donc Bad Bunny était l'exception hier, mais j'étais pas si étonné que ça finalement. Ouais, en tout cas, il va rester très sage, hein. Logan Paul, il s'assied à côté de la table des commentateurs. Il est host, voilà, il a une place en VIP, lui, il a le bon ticket. Il regarde le match. Et le match commence sévère, puisqu'à peine la cloche a sonné, Kevin Owens se précipite sur Sami Zayn et lui fait sa pop-up powerbomb. Mais Sami Zayn va réussir à glisser à l'extérieur du ring, à s'enfuir. Il va d'ailleurs lui faire ensuite il va lui faire chuter sur la nuque, là, un neck first de Sami Zayn sur Kevin Owens qui tombe donc sur l'arête du ring. Voilà, on a un match qui va très très vite, hein. Ils vont enchaîner quasiment tous leurs coups favoris. Kevin Owens sur le turnbuckle, là il fait sa sorte de power slam renversé, il porte Sami Zayn sur le dos, il le fait tomber ensuite. Mais c'est Sami qui prend le dessus, qui domine les débats. Et il va même envoyer un peu à la surprise générale un Helluva Kick à Kevin Owens dans le coin, poum. Sauf qu'il pêche un petit peu par excès de. Alors, excès de confiance ou plutôt l'inverse, hein. Il n'est pas assez confiant sur son Helluva Kick, il prend Kevin Owens, il le coince dans le coin du ring pour aller lui en envoyer un deuxième. Il s'élance, sauf qu'il est cueilli par un super kick de Kevin Owens, puis un deuxième, puis un stunner, et il est battu. Victoire de Kevin Owens. Un match là aussi assez court. Et, Logan Paul va féliciter Kevin Owens, ce qui plaît pas du tout à Sami Zayn, évidemment, qui le considère comme un traître, mais qui plaît pas non plus à Kevin Owens, qui va bien sûr porter un stunner à Logan Paul pour la joie de la foule. Bon, la rencontre est de qualité, mais match classique, hein, tonton, pas de Kevin Owens qui saute depuis les bateaux. Est-ce qu'il manquait pas une stipulation et puis 4-5 minutes à ce match-là? Ah bah alors là, je suis, totalement raccord avec toi. Moi, ça a été un des matchs qui m'a le plus surpris et pas forcément dans le sens positif du terme. Un match qui n'a duré que 9 minutes 16, Très court, hein. digne d'un SmackDown. Alors le match était bon, hein, pour moi en lui-même, il y a pas de problème, hein. C'est-à-dire que les 2 mecs, ont donné leur partition.
Mais pour moi, c'était convenu, c'était très, très classique. Il y a pas eu de surprise particulière, alors que moi, je m'attendais à une explosion, voilà, que ça allait partir ringside. Je sais même pas s'ils ont été véritablement ringside pendant le match ou très, très peu en tout cas. OK, Et non. voilà, et je m'attendais à de la baston sur la rampe, je m'attendais effectivement à ce qu'on les retrouve à un moment ou un autre sur le bateau. Enfin, je m'attendais à un truc complètement fou. Peut-être que finalement, c'est de ma faute, hein, j'avais peut-être trop d'attentes et je voulais peut-être trop un truc de fou. Et cette folie, bah, finalement, je trouve qu'elle n'est jamais venue et qu'on a eu le droit, du coup, à un bon match de catch, mais pas au feu d'artifice que j'attendais. Et du coup, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Le stunner donné à Logan Paul, pareil, c'était quelque chose d'attendu. Enfin, je veux dire, là, il y avait même quasiment aucun doute parce que ça a duré un petit moment, hein, l'affaire sur le ring, après le retentissement de la cloche. Et Logan Paul est resté trop longtemps sur le ring pour pouvoir échapper à un stunner de Kevin Owens, hein. Donc, de toute façon, il n'y avait plus de surprise. Mais là, la pop du public a été là et effectivement, ça a rempli de joie le public de voir Logan Paul se faire stunneriser par notre ami KO. Donc du coup, écoute, pour moi, c'était un bon match, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Ouais, un match qui, enfin, j'ai regardé un peu les critiques de quelques sites internet, a plutôt rempli quand même la satisfaction des fans. Papy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah oui, moi je fais partie des gens plutôt satisfaits en fait. Alors je suis d'accord sur la durée, mais ce sera globalement, le point sur quasiment tous les matchs de la soirée. Je pense qu'ils ont plus travaillé les à côté, sur cette soirée-là que le catch en lui-même, et du coup ils ont enlevé un peu de catch. Là par exemple, c'est en fait, la durée du match est pas longue, mais si tu rajoutes les entrées et si tu rajoutes le final avec le stunner, bah, au final tu arrives sur un segment qui doit bien passer les 15 minutes, je pense. Et donc du coup, je prends le truc dans son ensemble et je me dis, à la fois au niveau catch, bah, c'est un peu comme, Rollins et Cesaro la veille, c'est-à-dire que c'est, très bon, mais tu aurais bien pris quelques minutes de plus. Et par contre, le fait d'avoir le stunner sur Logan Paul derrière, ça fait un peu, ambiance WrestleMania moment. J'ai trouvé que en fait, ce WrestleMania était, alors c'est aussi parce qu'ils a et c'est par rapport à la veille, il y avait plus de décors, plus de lumière, bah, il pleuvait pas, donc c'était comme plus facile. Mais j'ai trouvé qu'il y ait plus l'ambiance des WrestleMania habituels avec, bah, du coup beaucoup de couleurs, beaucoup d'interventions, et enfin d'interventions de gens qui arrivent à droite, à gauche, de segments et cetera. Et du coup, c'est vrai que, bah, voilà, j'aurais prévu quelques de plus, surtout qu'il y a d'autres matchs, auxquels j'aurais vu ça plus court. Mais bon, ça me va quand même. J'étais plutôt satisfait quand même. J'avais essayé justement de pas trop me le faire dans la tête à l'avance pour pas être trop déçu. Et du coup, moi, je suis pas déçu. Ouais, ben moi, je vais être un petit peu entre vous 2 alors. Je trouve que le match a été satisfaisant, spectaculaire, 2 gars talentueux sans problème. Mais oui, quand même, je m'attendais à plus. C'est pas le meilleur match de WrestleMania, c'est pas le meilleur match de la soirée. Pour moi, c'est beaucoup moins bon, enfin, en tout cas, c'est moins long, c'est moins intense et c'est moins dense que leur précédente feud qu'ils avaient eu dans le main roster, d'il y a 3-4 ans. Moi, j'étais très, très curieux de voir cet alignement puisque voilà, Kevin Owens versus Sami Zayn, on a toujours vu ça avec, Owens du côté des méchants et Sami Zayn du côté du petit underdog valeureux. Donc cette inversion de style m'intéressait beaucoup. Sami Zayn, ces derniers temps à SmackDown, il parlait énormément dans ses matchs. Il y avait une vraie psychologie, rappelle le triple threat, là, le ladder match et tout. Et là, j'ai trouvé que ça, ouais, il manquait un peu tout ça, quoi. Il manquait d'emphase, il manquait de haine, il manquait d'énervement. Ouais, peut-être qu'il manquait une stipu. Alors, on a peut-être trop entendu parler de ça pour l'histoire de Kevin Owens qui saute depuis le bateau, mais même sans ça, je sais pas, c'était assez propre et gentil en fait, je trouve. Et c'est un petit regret. Et je sais pas, on va voir si c'est un one shot ou s'ils vont poursuivre une feud. Moi, je préférais que ça soit un one shot match de gala et puis on refera une feud dans 2-3 ans. Mais ouais, je suis un peu plutôt plus parce que c'était un bon match, mais je suis pas autant satisfait que ça m'a laissé pour Cesaro par exemple pour comparer, pour lequel je suis relativement content. Là, pour moi, il manquait un peu de magie, il manquait un peu ouais, il manquait d'emphase, je ne sais pas. Après, le segment final, Stunner, ça rajoute un peu le WrestleMania Moments, comme tu dis, mais j'ai pas envie que ce moment-là achète la validation du truc, parce que en fait, je m'en fous un peu de Paul Logan. Donc j'aurais préféré 2 minutes de plus in-ring et pas de Logan Paul, quoi. Bah après, c'est WrestleMania, mais quand même.
Ouais, sur WrestleMania, t'as souvent des trucs qui sont pour le grand public, en fait. Dans et Logan Paul, je pense que c'est typiquement ça, en fait. C'est pour faire un petit plaisir au grand public en plus, qui ça leur plaira plus qu'une méga powerbomb ou je sais pas quoi. Juste une petite parenthèse, c'est vrai que j'ai trouvé aussi que ça manquait un peu d'intensité, mais en même temps, ce match-là, il était buildé sur 3 semaines quasiment. Donc, Oui, il y avait pas non plus une grande histoire derrière, hein. Il y a quasiment rien, hein. oui, mais ça empêche pas forcément d'avoir une grosse baston en fait Oui, oui, entre les corps. ça aurait pu, mais c'est juste pour, du coup, Oui, ça bien m'a pas sûr. tant choqué que ça qu'il y ait pas trop de haine entre les 2 parce que bon, ça partait, effectivement, c'est peut-être un truc qui est arrivé de nulle part, qui est reparti de nulle part comme tu le dis, hein. On verra bien. En partant de trucs qui qui vont nulle part et qui arrivent nulle part, le prochain match sera le match pour le titre US. Donc dans les coulisses, nous croisons le champion des États-Unis, Matt Riddle, dans une formidable séquence où il croise le Great Khali et Rob Van Dam. Voilà, c'était magnifique ça, ce segment entre trois futurs Hall of Famer, hein, tonton. Au moins ça, quoi. Le Great Khali égal à lui-même sur ce coup-là. Et le RVD, par contre, hein, dès qu'il apparaît, direct, un énorme pop de la foule, hein. Ouais, ouais, Le la foule l'aime RVD, bien. le RVD reste totalement populaire. Donc, eh ben, effectivement, Riddle, il va bien arriver en trottinette, hein. Il va faire la rampe de WrestleMania en trottinette. Sheamus, lui, est déjà arrivé dans son ambiance Celtic Warrior, on va casser des gueules. Et effectivement, on aura un bon match de bourrin, là, un bon match stiff entre les deux, avec Sheamus qui envoie ses coups de genou dans la tronche de Riddle, qui lui porte des Alabama Slam, qui le secoue un peu dans tous les sens. Riddle, il va plutôt utiliser les cordes et la gravité, j'ai envie de dire, puisqu'il va sauter en moonsault depuis les cordes sur Sheamus qui est à l'extérieur du ring. Il va contrer Sheamus qui le portait sur le bord du ring en lui faisant une sorte de German suplex. Mais l'Irlandais, à force, va reprendre le dessus. Il va envoyer ses belles cloques, là, ses coups dans les cordes. Alors, il n'en fait pas 10 parce qu'il est heel et donc il ne faut pas satisfaire le public. Il en fait que 8, mais tout de même, il envoie de la viande sur le torse de Riddle. Il monte sur le turnbuckle, il chope Riddle, il part pour un white noise, sauf qu'il se casse la gueule, Sheamus. Enfin, il tombe. Heureusement, il s'en sort pas mal, hein. Il garde Riddle. Voilà, il n'y a pas de mauvaise chute. Mais bon, pour se venger, il porte le white noise en plein milieu du ring. Il claque bien, il fait un beau gros coup. Mais ça suffira pas à l'emporter sur ce coup-là. Riddle reprend un peu le dessus, part rebondir dans les cordes, s'élance pour un moonsault et il est cueilli par un Brock Oh. Kick alors qu'il a la tête à l'envers. Brock Kick 360. Il va y laisser à peu près tout le sang de ses lèvres, Matt Riddle, et il va y laisser son titre US, puisque Sheamus, sur ce Brock Kick à l'envers, remporte pour la 3e fois la breloque. Et je me demande même si c'est pas sa 2e ou 3e fois à WrestleMania, parce que de mémoire, il avait battu Daniel Bryan, n'est-ce pas? Est-ce que c'était Ouais. pas ça? Dans la Après Ah, chaud, fameuse, là? pour le la titre de fameuse champion du monde. non, mais il y avait aussi 1 an ou 2 avant, je sais pas si tu te souviens, tonton, une feud où Ah Sheamus il oui, disait oui, oui, oui. si je perds ce match, je pars à la retraite. Et puis en fait, bah, il avait gagné. Si je perds ce match, I quit. Et puis il avait battu Daniel Bryan, mais ça devait être un pré-show, oui, papy. Est-ce que tu Oui. as mémoire de ça? Oui, alors je me souviens plus exactement de ce match-là, mais je sais qu'ils avaient cet affrontement en pré-show peu de temps avant la prise de titre de champion du monde. Donc ça doit être ce match-là auquel tu fais référence. Et sinon, bah moi j'étais content. Je voulais voir Riddle se faire péter la gueule, donc il s'est bien fait péter la gueule. Ça m'a bien fait plaisir. Et tu l'avais pas Euh, pronostiqué? et ben non, parce que je pensais que je voulais, mais j'ai pas écouté mon cœur pour une fois. Et je m'étais dit: «Non, mais à tous les coups, ils vont faire perdre Sheamus, il aime pas le rouquin, gna en plus il pleut, ça peut être pourri». Bref, et non, bah, j'aurais dû écouter mon cœur, j'aurais dû écouter Sheamus qui a pété de la gueule comme il fallait. Effectivement, il y a un micro botch à un moment où il glisse des cordes, mais bon, il le rattrape parce qu'il finit son move depuis le centre du ring et en plus dans la foule, il monte dans le ring et puis il fait une descente du genou dans la gueule de Riddle, histoire de: «Allez vas-y, je t'ai raté, mais je vais pas te rater cette fois-ci». Et puis, bah, j'ai trouvé que Riddle s'en était pas mal sorti mine de rien, malgré sa tête à claque. Il a quand même fait pas mal de moves impressionnants, notamment comme tu le disais, depuis les cordes. Et bah, c'était un match qui, comme tous les autres, n'a pas forcément duré longtemps, mais qui, pour le coup, était super enlevé et super efficace en termes de coups. Puis avec un finish, ça c'est du finish ça, hein. Ah ouais. Ça c'est du finish qui claque, ça fait plaisir à voir. Ah Ouais. ouais, ah ouais. 11 minutes de match, hein, quand même, hein, et effectivement, un finish en apothéose, quoi. La gueule éclatée du Riddle contre les cordes à la fin, là, c'était quelque chose, quoi.
Donc écoute, Vous là, êtes méchant. voilà Mmh. un United States Championship qui a pour moi délivré tout son potentiel et c'était un très bon match. Un Sheamus en feu, à l'image de tout ce qu'il nous fait depuis des mois et des mois. J'étais super content pour l'Irlandais. Moi, je l'avais pronostiqué vainqueur hein, et j'espérais bien qu'il allait tenir la dragée haute au Riddle et il l'a fait. Le palmarès de Sheamus continue de gonfler quand même de manière exponentielle. Et vraiment, non, c'était vraiment un bon match. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Et voilà, je reste encore totalement choqué par ce finish. Pour le coup, la Riddle quand même fait quand même un truc énorme. Je veux dire, quand ils ont dû décider de la fin du match dans le locker room la veille ou l'avant-veille, je sais pas quand ça a été chorégraphié, mais vraiment cette idée là de faire un moonsault et de se faire cueillir avec le broad kick, c'était quand même vachement couillu de la part des deux. Et waouh, là, c'était un instant waouh. Je me suis dit waouh la vache, putain, j'aurais pas aimé le prendre dans la gueule celui-là. Hein. Et voilà, donc victoire de Sheamus, il est champion des États-Unis et c'est bien mérité pour notre Celtic Warrior. Ouais, moi, c'est ce que je retiens surtout. J'ai le souvenir qu'ils ont eu des affrontements qui m'avaient plus marqué, notamment avant les Survivor Series. Là, j'ai trouvé qu'il y a eu des moments un peu lents peut-être dans le match, mais sinon, c'était une partition solide comme vous l'avez très bien décrit. Et puis effectivement, moi, j'avais voté Sheamus pour le cœur. J'avais écouté mon cœur, papy. Mais je me dis: «Bon, ce Riddle, ils ont l'air de vouloir en faire quelque chose quand même». En plus, c'est son premier, sa première année là dans le main roster, il a gagné le titre un petit peu comme ça, je sais même plus si c'était oui, ça devait être à Elimination Chamber peut-être qu'il a gagné ou en weekly, je sais plus. Enfin, il avait pas encore trop brillé avec, donc je me suis dit: «Bon, peut-être qu'ils vont lui donner son WrestleMania moment et quitte à ce que Sheamus le gagne plus tard». Mais non, Sheamus a eu son moment. Fact-checking, tonton, tu disais, palmarès qui gonfle, c'est vrai, ça fait longtemps, je pense que Sheamus avait pas eu un titre, je pense que ses derniers titres, c'était avec The Bar et puis en Ouais. solo, ça doit faire un moment, hein. Je sais pas si depuis son fameux Money in the Bank cash-in, là, quand il était avec Triple H, il avait regagné un truc en solo, à voir. Pas Je pense sûr, pas, non. peut-être le titre US quand même. Il y avait pas eu le titre US dans l'intervalle? Oh, je sais plus. Mais Peut bon, enfin, en tout cas, non, non? je pense pas parce que de mémoire, pour moi, le titre US et donc là, ils ont dit que c'était son troisième titre de mémoire, mais à vérifier, Peuple de Ketchup. Pour moi, il le gagne une fois contre Daniel Bryan il y a bien longtemps et une fois, c'est lui qui le prend à Dean Ambrose, quand Dean Ambrose est dans le Shield et qu'il le garde pendant des mois et des mois là. Je sais pas si vous vous Ouais, souvenez de ouais, ça? ouais, d'accord, ouais, si, ouais, ouais, ouais. Donc à Heu, mon avis, ça fait longtemps qu'il a pas eu de truc en solo, Sheamus. ouais, mais pour le coup, c'est vraiment mérité, hein, parce que Ah je le oui, répète, v'là comment il bosse, le mec, comme un dingue, et comment il a animé, quand même, mine de rien, le main event et toute la picture, du titre, suprême avec Drew McIntyre, avec Lashley et cetera. Il a été impliqué partout. Une fois qu'il a perdu ses 2 matchs face à McIntyre et Lashley, il s'est direct attaqué à Riddle, voilà, sans transition. Et c'est voilà, et moi je pense que pour l'ensemble de son œuvre là, ce titre est largement mérité. ouais, pour moi, il a fait une énorme, fin d'année, enfin en tout cas oui, depuis 6-8 mois, on le voit énormément et il fait partie, comme tu dis, de ces mecs qui gravitent un peu comme, un petit peu comme Strowman, même si ça a été moins en vue et puis un petit peu il y a eu Keith Lee aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien là que Keith Lee revienne pour lui chercher des noises. Owens Heu, aussi. Pardon? Ah ouais, je pensais que tu parlais dans tous les titres, mais il y a aussi Owens qui fait un peu la même chose côté SmackDown, Ah hein. oui, Il tourne ouais, un peu ouais. les trucs. Oui, je pensais plutôt à Raw, mais c'est vrai, ouais, un peu ce même positionnement qu'Owens, c'est-à-dire il a beaucoup perdu, mais ils ont beaucoup donné et bah, c'est vrai d'ailleurs, les 2 gagnent ce soir. Alors en plus, Sheamus, il a une belle ceinture, donc je suis très content pour lui et je lui souhaite un beau règne et puis Riddle et bah, voilà, c'est sa première année, dans le main, roster, il va en gagner d'autres. Moi, je le verrais bien se trouver un copain, titre tag team, ça serait peut-être plus sa place, que en solo, je sais pas, s'il a pas besoin de se construire un petit peu en tag team avant, mais bon, Ouais, il il a a du temps Riddle encore, hein, il est pas ouais, voilà, il mine de rien, il a 35 ans, hein. Il est pas c'est pas un jeune tant que ça, mais pour moi, c'est pas très grave en soi qu'il perde le titre US comme ça, parce que je pense qu'il est quand même dans le main roster pour un petit moment. oui, Alors que Sheamus à côté de ça, lui a 43 ans, donc lui les années quand même commencent à peser. Il est plus, vers la fin, que vers le début.
Donc Ah, pour moi, je trouve pas que ça soit très, très grave, finalement, cette perte de titre. non, puis combien de fois on nous a dit que il avait fini sa carrière chez Mus aussi, hein? C'est aussi Ah ouais, impressionnant, hein. ouais, Sheamus, il a été enterré je ne sais combien de fois, hein, mais il est toujours revenu, quoi. C'est ça l'esprit celte. Ouais, c'est beau. Ils sont beaux les Celtes en ce moment à la WWE, hein. Allez, on part sur une ambiance qui est pas tout à fait celte. Heu, Ah pas non, du tout, pas du tout même. On part sur un autre continent, on part dans une ambiance à l'africaine, voilà. Magic System, c'est parti. Big E nous fait une grosse entrée avec, en live, avec des chants, avec son chanteur officiel, mais voilà, celui qui est la star du soir, c'est celui qui a choisi la stipulation, c'est Apollo Crews. Donc j'ai même plus noté le terme du match, c'est un match, de baston. Nigerian Drum Fight. Voilà, c'est un match, à la nigériane, qui en fait est une sorte de de toute façon, la WWE, hein, vous connaissez le principe, que ça soit no DQ, no holds barred, machin, c'est un peu le même principe, sauf que là, les jouets, ils sont autour du ring. Il y a des magnifiques tam-tams africains, il y a des kendo sticks, il y a des gongs, voilà, il y a des singes, c'est l'Afrique, tout ça. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de singes. Mais c'est décoré un petit peu à l'africaine. Apollo Crews, il arrive avec son grand bâton un peu bizarre, là, qui finit en sorte de sablier. Et puis dès que le match commence, eh ben, ils vont tous les deux chercher un kendo stick et ils commencent par se tabasser réciproquement à coups de kendo stick. Euh, Affrontement auquel Biggie sort vainqueur, hein, c'est lui qui arrive à dominer son adversaire. Il va faire son fameux énorme spear à travers les cordes pour retomber à l'extérieur du ring là sur Apollo Crews. Crews reprend un petit peu la dominance et lui il utilise plutôt les escaliers, hein, il démantibule la rampe d'escalier comme ils font souvent, et puis c'était un peu son objet fétiche là dans la feud, les escaliers. Sauf qu'il va se faire prendre à son propre jeu, hein. Il essaye d'écraser Biggie entre les deux escaliers, mais finalement c'est Biggie qui va remonter sur le bord du ring et qui va lui faire tomber là une sorte de, je sais plus comment il appelle son coup là, mais Kuranogi là, ou je sais plus. Uranagi. Ouais, voilà. Enfin bref, il écrase Apollo Crews l'escalier. Et puis on repart au niveau du ring. Crews reprend un peu le dessus. Il va nous sortir une table, une belle table classique, hein, pas du tout africaine, une belle table de catch classique comme les Dudley Boys les appréciaient. Il l'ouvre, il place Biggie dessus, il s'élance, il fait un splash, sauf que Biggie est parti, donc il s'écrase comme un con tout seul sur la table. Biggie il attrape son adversaire, il s'apprête à lui porter le Bing and Zing. Alors moi je me dis mais c'est pas possible, c'est un match très court là aussi, 6 minutes à peine. Et sauf que tout d'un coup, il y a un géant qui débarque, habillé avec un uniforme de militaire africain, comme s'il revenait d'un tournage d'un film de Fabrice Eboué ou de Thomas Njijol. C'est et ben nous on le reconnaît, peuple de ketchup, car je ne vais pas vous mentir, les commentateurs américains ne l'ont pas reconnu. Peut-être parce qu'ils étaient de dos, je ne sais pas. Ils ont dit oh mais qu'est-ce que c'est que ce géant qui vient aider Apollo Crews. Ce géant, eh ben, on vous doit la vérité, un peuple de ketchup. C'est Dabakoto, c'est l'énorme monstre nigériano-polonais, oui, ça existe comme mélange, qui était à Raw Underground, souvenez-vous, il y a longtemps, il y a quelques mois. Et donc Dabakoto, il a revêti l'uniforme, il attrape Biggie, je ne sais même plus trop ce qu'il lui fait, il doit lui faire une splash ou je ne sais plus quoi, Il fait et un double chop Sam. un double chokeslam, et puis bah, il attrape Apollo Crews, il le relève, et il le met sur Biggie, quoi, pour que Biggie perde le match. Donc Apollo Crews est nouveau champion intercontinental. Euh, Moi, je l'avais pronostiqué, Papy visiblement non. On s'était partagé, je pense, sur le Discord. Par contre, on s'imaginait peut-être pas une intervention de ce genre. Donc voilà, le roi Apollo a désormais visiblement un bon maître des armées avec lui, hein. Impressionné, tonton? Alors, alors là, je suis assez déçu, en fait. Bon, déjà, le match a duré 6 minutes 49. Intervention out of nowhere de Dabakato, qui est donc même pas nommé par les commentateurs, puisque ils trouvent juste le moyen de l'appeler un giant monster. Comme si le public devant sa télé en fait avait pas vu les derniers Raw. Bah, bon, alors effectivement, il y a peut-être une partie du public qui connaissait pas le Dabakato, mais bon, pour ceux qui suivent Raw habituellement, on savait bien qui c'était ce garçon. C'est seulement un rare match ce soir avec une vraie stipulation. Et en fait, la stipulation, c'était un espèce de street fight no DQ, unsanctioned, voilà. Et on s'était pas fait chier du côté de la WWE pour le coup. On n'a pas fait péter les dollars.
On s'est contenté de mettre un gong, 4-5 jumbés autour du ring, et puis voilà. Alors moi, je crois que je l'avais dit pendant la review de SmackDown. Allez, écoutez, elle est en ligne. Moi, j'espérais justement un super décorum pour ce match. J'espérais genre une batucada de percussionnistes africains autour du ring. J'avais même envisagé un truc encore plus dingue, puisque j'avais même envisagé qu'on change le ring en mettant une arène de sable, un peu à façon lutte sénégalaise, et qu'on nous fasse un truc un peu dans ce style. Enfin bref, moi j'avais, je crois que si j'avais été le booker de ce titre intercontinental, moi j'avais plein d'idées pour en faire vraiment un décorum superbe. Et finalement, bah, moi j'ai trouvé que c'était super cheap. Et alors, par-dessus le marché, nous mettre un match de moins de 7 minutes, bon, bah moi j'ai été déçu parce que finalement les deux mecs, je reproche rien à Biggie et à Apollo, hein. Pour moi, tous les deux, ils se sont donnés à fond. Et voilà, ça s'est envoyé du kendo stick, qui est pas vraiment une arme africaine, hein. Et du coup, bah, j'avais pronostiqué Apollo, donc j'étais plutôt content de l'issue du vainqueur, pour le vainqueur. Mais voilà, encore un match qui m'a laissé un peu d'amertume, et sur lequel moi j'aurais envisagé tellement de choses que bah voilà, il faut que j'arrête de faire travailler mon imagination, je crois, hein, en particulier sur les WrestleMania, parce que moi je serais prêt à envisager plein de trucs pour les gars, mais apparemment c'est pas le cas au niveau des officiels. Et on s'est contenté finalement de nous faire un no DQ, quoi. Donc bon, bah voilà. Et puis cette intervention d'Out of Nowhere, bah, je pense qu'on va encore en parler dans les chaumières, pas plus tard que vendredi prochain, quoi, hein, parce que je pense qu'il va bien falloir expliquer ce qui se passe avec Dabakato. Et peut-être qu'il va être repackagé lui aussi, d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, ça a déjà un peu commencé en fait, mais peut-être qu'il va avoir un nom un peu plus officialisé. Et en attendant, ce type, physiquement parlant, nous qui aimons la barbaque à catch-up, je pense que par contre, on est gâté, gâté. On est gâté avec cet homme-là. Ouais, là, on a un petit beau bébé. Ouais, en gros, tu aurais bien aimé une sorte de Punjabi prison, mais à l'africaine, quoi. Une vraie stipulation. Ouais, Ouais. ouais, vraiment, c'était vraiment ce que j'attendais. Je pensais qu'ils allaient profiter un peu de cette hype sur la stipulation pour vraiment nous sortir un truc vraiment sympa au niveau du décorum. Et du coup, moi, ça m'a un peu déçu, ça. Papy, déçu? Ouais, alors, je pense aussi qu'on s'est un peu trop, on se les a trop visualisés avant. On en avait parlé à SmackDown et c'est vrai qu'on s'était dit, ah, ce serait super et tout, un truc avec des mecs qui donnent le rythme en tam-tam et puis les Ah mecs qui se ouais, ça aurait battent été et tout, génial. torse-poil, pour s'envoyer du pâté là, ça aurait été super. Et puis en fait, on s'est dit, non, non, mais si ça se trouve, ils vont être cons, ils vont nous foutre un Symphony of Destruction avec des tam-tams. Et bah, ils ont foutu un Symphony of Destruction avec des tam-tams et avec un gong. C'était, ah tiens, original le gong, qui a servi Ah une ouais. fois, hein, ils ont fait bing, et puis hop, on dégage ça. Bah, ouais, du coup, effectivement, c'est un poil le match est bon, c'est un poil décevant parce que c'est un peu court. Dabakato débarque, ils disent pas son nom. Alors, du coup, je vais regarder. Et a priori, effectivement, c'est parce qu'il y a un repackaging qui se cache derrière, parce qu'a priori, il se fera appeler sous le nom désormais de Commander Aziz. En Comment tout cas, ça? c'est ce que Répète-moi ça là. le Commander Aziz. D'accord. Commandant Aziz. Ah ouais. Ok. Donc, à checker. Ah bon, c'est ce que dit sa fiche Wikipédia. Elle a dû être mise à jour il y a très peu de temps. Et en tout cas, a priori, ça fait partie des noms qu'avait acheté la WWE, et donc ils pensent que c'est certainement ça. Ça se trouve, ça part de Makato vendredi, j'aurais dit de la merde, mais en tout cas, Wikipédia dit Commander Aziz. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner son nom, j'imagine. Après, voilà, moi, ça me choque pas tant que ça qu'il fasse un repackaging sauvage. Si c'est pour. Vu que de toute façon, son personnage de Underground avait marqué un poil, mais effectivement, si tu regardes pas toutes les semaines, tu sais pas qui c'est ce garçon-là. Tu l'as jamais vu en pay-per-view, tu l'as jamais vu dans un vrai match d'Euro. Donc voilà, ça me choque pas des masses. On a déjà vu, par exemple, Bray Wyatt, c'était pas comme ça son premier look. D'ailleurs, je l'ai déjà oublié. Si, c'est Husky Harris. Donc finalement, ça n'avait pas tant choqué que ça. On était passé à autre chose. Donc j'ose espérer que si son personnage est bien, on passera à autre chose aussi. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'était un peu court. Bah encore une fois, hein, c'est l'option de ce Mania Nuit 2, c'est de faire des matchs plus courts, mais par contre avec plus d'histoire autour. Et puis là, donc un nouveau personnage qui intervient. Donc à suivre au prochain numéro de SmackDown. Moi, ça m'a un peu dérangé quand même. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la qualité du match, enfin sa durée, parce que, comment il s'appelle? Biggie, il a beaucoup dit durant toute la feud,
c'est bon, on s'est déjà affronté et c'est vrai qu'ils se sont déjà affrontés souvent et qu'on a eu souvent des matchs sympas avec des finishers toujours un peu bizarres, hein. Il y a eu le finisher là où, Apollo il perd, je sais même plus ce qui s'était passé là au dernier, où il prend un pin sans s'en rendre compte ou un truc du genre et donc on avait eu pas mal, le panel de leur prise, de leur capacité. Mais c'était souvent des matchs assez courts en weekly, c'était ça, c'était 8-9 minutes. Et moi, je m'attendais vraiment à une sorte de bouquet final de feud avec là plutôt 15 Voilà. minutes, tous les gros spots qu'on avait déjà vus, d'aller encore plus loin, que vraiment à un moment donné, Michael Cole il disait: «Oh là là, mais comment ces deux hommes vont-ils pouvoir se départager?» Qu'on ait là des moments où ils transpirent puis il y a une pause de chaque côté, là que le public applaudisse, This is awesome. Enfin ouais, show stealer quoi presque. Et à la limite, la stipulation, presque je m'en foutais parce qu'ils auraient pu faire une sorte de match très classique, entre guillemets, wrestling classique, en utilisant un petit objet de temps en temps, mais en nous faisant régaler. Là, s'il y avait eu intervention finale pour clore un peu la violence du truc, ça m'aurait pas dérangé, mais là, bah ouais, là c'est la durée et c'est le style d'un match de SmackDown presque. 6 minutes, 49. En plus, oui, une stipu qui ressemble un peu au truc qu'il y a eu avec Elias ou Jeff Hardy ou Sheamus avec des bordels. Ils ont même pas utilisé Tam Tam. Ça, c'est personne n'a fait une petite percussion. Donc c'était pas mal, bien sûr. Mais enfin, vraiment, quand Biggie a attrapé Apollo là, qui venait de se faire passer lui-même à travers une table, je me suis dit non mais c'est pas déjà fini quand même. Et puis ben Dabakoto est arrivé, mais c'était quand même fini quoi. Et donc je suis plutôt resté sur ma faim quand même là. Je suis un peu déçu, mais bon, bah, nouveau champion, encore un nouveau champion, donc ça veut dire encore une nouvelle histoire qui va démarrer à suivre. Et je suis content pour Apollo, mais pour nous, public, bon, moyen, mitigé. Bien. Écoutez les amis, on va se faire une petite pause, le temps de nettoyer le ring, et puis on va partir à la direction du Hall of Fame. Voilà, on a fait un petit coucou aux nouveaux entrants du Hall of Fame, puisque ben, hier on a parlé des entrants 2020. Effectivement, on n'avait pas pu faire la cérémonie l'an dernier, mais là on est les entrants 2021. Avec donc, enfin je les ai pas tous, donc on a Ozzy Osbourne, le petit Hall of Famer, voilà, Star System. On a ensuite RVD, RVD, Brad Khali, voilà, les Bella Eric Bischoff. Twins. Non, les Bella Twins, c'était hier. Ah, pardon, pardon. Ouais, bah oui, c'était hier, ouais. Non, là, c'était Molly Holly. Ah, et Molly, t'as raison, tu as raison. Et donc, celui qui arrive en dernier et qui fait péter les flammes de l'enfer et qui a la grosse pop de la soirée, le Big Red Machine, Kane, qui est venu faire un petit coucou. Voilà, puis il y a aussi un award Pour un vieux. ouais, pour, je sais plus comment ça s'appelle, là, l'award super Warrior. warrior, voilà. Donc, ben voilà, belle classe, papy. Ouais, bah, c'est mine de rien une sacrée classe parce qu'il y avait RVD et Kane dans la même classe, c'était sympa. Et j'étais épaté par la pop de Kane là, qui là, quand il est arrivé, le public était fou, quoi. J'ai l'impression qu'ils étaient pas mal, dans l'ambiance, des à bien aimer les catcheurs des années, bah, plutôt 2000-2010, enfin plutôt 2000 quoi, fin de l'Attitude Era, parce que Kane, même si Kane est arrivé assez tôt, il a quand même été super présent pour l'Attitude Era. Donc ouais, c'était plutôt sympa comme moment. Tonton, toi qui aimes bien les vieux. Ouais, ça dépend, hein, parce que des fois, je suis assez critique hein, sur les vieux, en particulier sur les vieux en activité. Hein. Par contre, quand c'est les vieux dans le cadre de la nostalgie, c'est un peu différent. Donc, sur le Hall of Fame, ouais, je trouve que la classe 2020 avait vraiment de la gueule. Bon, la classe 2021, c'était pas mal aussi. Kane fait tout péter hein, quand même. Hein. On constatera quand même que c'est lui. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui arrive en dernier. Hein. C'est pas pour rien. Hein, parce que c'est celui qui va avoir la plus grosse pop Ouais. de l'ensemble des participants. Alors, mon cœur allait plus vers la classe 2020 parce qu'il y avait le British Bulldog, donc ça, c'est vraiment pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Là, ça avait quand même de la gueule, hein, malgré tout. Hein. On a quand même Eric Bischoff qui est quand même une figure historique du catch mondial depuis 25 piges. Des mecs comme Kane, comme RVD. Bon, alors le Rich Herring qui a eu le Warrior Award, lui, c'est parce que c'est plutôt l'employé du mois, enfin pour le coup, l'employé des 5 décennies passées, puisqu'apparemment c'est un historique de la WWE dans les coulisses. Et puis bah, le Great Khali nous a fait
comme d'hab. Et voilà, mais c'était plutôt sympa. Moi, pour le coup, je suis plutôt client, oui, effectivement, de cette présentation de la classe du Hall of Fame chaque année. Moi, je trouve que c'est bien. Là-dessus, c'est bien parce que c'est un truc que j'aime bien dans le catch, en fait. C'est un truc que j'aime bien à la WWE en particulier. J'aime qu'on rende hommage comme ça aux anciennes gloires qu'on fait toute l'histoire de la fédération depuis toutes ces années. Je trouve que souvent dans le sport, on va dire plus traditionnel, on a tendance à un peu souvent à oublier comme ça les anciens. Et je prends l'exemple de football, alors que je ne suis pas du tout football, mais je prends l'exemple du football où, par exemple, depuis que le PSG est un peu en haut de l'affiche, on va dire, ils ont complètement effacé quasiment de la mémoire tout ce qui s'est passé auparavant. Je pense que je me rappelle d'un Zlatan qui disait que Paris n'existait pas avant son arrivée. Moi, quand j'avais entendu ça, j'étais dingue, quoi. Je m'étais dit, mais comment il peut oser dire un truc pareil, quoi. Paris avait gagné déjà une Coupe d'Europe, avait déjà gagné des titres de champion de France, de Coupe de France. Je veux dire, c'était pas un club de troisième zone. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime dans le catch, quoi. C'est qu'on rend honneur aux anciens et à catch-up aussi. Ouais, mais tonton Zlatan, c'est un heel. T'en as entendu des catcheurs aussi Oui, arriver pour oui, dire oui. qu'ils étaient meilleurs que tous les anciens d'avant, hein? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mon bon Raphaël. Non, mais c'est toujours un petit moment sympa. Je trouve que c'est bien parce que le Hall of Fame, la soirée d'intronisation, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous la regardent. Moi, je sais pas ce que je regarde le plus. Du coup, bah, les revoir faire un petit coucou, c'est sympa. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté un peu affectif, c'est-à-dire effectivement même le Great Khali, quoi, qui était quand même un, un sacré balai et bon, ben voilà, il a sa bague. Et puis, bah, si, quand même, c'était un personnage. Il a fait quelques années là. Et puis ça fait plaisir de revoir tous ces gens. Donc voilà, on verra qui sont les prochaines classes et qui parmi ceux qui catchent ce soir seront Hall of Famer. Bon, je pense que si tu fais un ou deux WrestleMania, tu peux déjà espérer l'être un jour, quoi. À moins de vraiment te fâcher avec les plus hautes instances. Est-ce qu'elles seront Hall of Fameuses, les deux jeunes femmes qui arrivent ensuite? C'est pas sûr. Asuka, c'est pas sûr? Oh, il est sévère, papy. Asuka qui serait pas Hall of Fameuse un jour, tu crois? Ouais, tu m'as dit les deux. Ah, mais Rhea Ripley, elle le serait pas un jour? Je sais pas, on verra. En tout cas, c'est Asuka contre Rhea Ripley pour le titre féminin donc de Raw. Asuka qui arrive avec bon voilà son costume, son masque japonais. Rhea Ripley, elle arrive avec le live aussi, avec la chanteuse This is my brutality, etc. Elle a l'air bien motivée. Elle a l'air bien motivée et elle va avoir affaire à une opposition de style, hein, puisque Asuka va plutôt jouer la soumission, les torsions, elle va éviter, elle va faire des contres beaucoup. Rhea Ripley, elle essaie de faire jouer la force brute en premier, hein, elle arrive à soulever Asuka à une seule main presque et à renverser une prise pour faire une souplesse arrière. Asuka va avoir un beau move où elle fait une sorte de face first DDT de Rhea depuis le turnbuckle, depuis le bord du ring à l'extérieur. Et puis, bah, après 13 minutes de match, Rhea Ripley va réussir à placer son Riptide et à l'emporter dans un moment un peu creux, j'ai trouvé quand même au niveau de la foule et de l'intensité du match, mais mine de rien, elle sera quand même applaudie et elle aura réussi son pari, l'Australienne. Elle n'aura pas fait chou blanc 2 années de suite et là, il y a de la foule, voilà. Le règne d'Asuka, dont on a beaucoup parlé, qui a quand même pas eu de défense de titre officielle depuis octobre, hein, je crois, c'est ça la statistique. Ben voilà, et prend fin. Une nouvelle page se tourne. Pour tous ceux qui envisageaient sur les dirt sheets qu'on allait avoir en plein WrestleMania une arrivée d'une ancienne gloire, ben, il faudra peut-être attendre lundi soir ou vendredi soir ou le lundi d'après. Mais en tout cas, voilà. Triomphe de Rhea Ripley. Bah, papy, vas-y, tu la vois pas Hall of Fame, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Ça t'a dérangé ce Ah match? non, j'ai pas dit ça, je dis pas sûr. Elle est encore très jeune, c'est pour ça. Elle est très loin de sa carrière, on sait pas Elle ce que a ça va donner. 24 ans, je crois, hein, Rhea Ripley, elle est hyper Ben jeune. voilà, c'est encore un bébé par rapport à Asuka. Par contre, j'ai moins de doutes, hein, vu son parcours. Rhea Ripley, je lui laisse encore quelques années pour montrer ce qu'elle vaut. Euh, à noter, ce que j'ai oublié de le dire sur le match précédent. Et donc là, l'entrée de Rhea Ripley avec sa chanson en concert, avec une chanteuse qui, après on n'aime pas, mais qui a chanté en live. Par contre, le gars qui avait chanté pour Biggie, c'était playback, mais de cochon, hein. Ah ouais, Une fois sur deux, oui. il n'y avait pas le micro dans la bouche. C'était vraiment du travail de cochon qu'il nous a fait, le gars. Donc, je sais pas s'il était Wally, là, je le connais pas du tout. Je sais pas si c'est une star, mais en tout cas, c'est une feignasse. Voilà, c'est dit. Et bravo la petite nana qui a chanté pour Rhea Ripley, qui elle au moins elle a assuré. Ouais. Par contre, au niveau du match, alors c'est marrant parce qu'en fait, au niveau des matchs féminins pour les ceintures suprêmes, dans les deux cas, on avait eu
construction un peu bancale, qui avait été rattrapée hier, enfin la veille du coup, par le match Sacha Baylor, qui avait été de très bonne facture avec un beau finish, etc. Un beau package vidéo, tout ça. Là, aujourd'hui, enfin pour celui 2, j'ai été moins convaincu. Le match était assez long, mais je suis jamais vraiment rentré dedans en fait. Et il était bon sans plus. Voilà, j'ai pas, c'est loin d'être mon meilleur match de la soirée. Et puis voilà, donc prise de titre de Rhea Ripley, c'est un peu triste pour Asuka qui du coup, elle a eu vraiment une fin de règne un peu en autre boutin là, à jamais défendre son titre, ou alors contre Delana ou contre d'autres filles de ce genre. Donc ouais, c'est pas la prise de titre qui m'a le plus réjoui du week-end, on va dire. Tonton. Eh bien, écoute, moi, je suis assez enthousiaste sur ce match. Un match de 13 minutes 27 quand même, quoi. Et j'ai trouvé les 2 filles super agressives. Rhea Ripley aussi, malgré qu'elle était un peu dans un alignement de heel, était aussi pas mal dans l'émotion, un peu à l'image de Bianca Belair, j'ai trouvé la veille. Et moi, j'ai été assez emballé par le match. Voilà, quoi. Moi, j'ai été à fond dedans pendant les presque 14 minutes. Ça n'a jamais baissé d'intensité. Effectivement, l'entrée de la replay en plus m'a bien satisfait. Et tu as tout à fait eu raison, Papy, de signaler ce qui s'était passé auparavant avec Biggie, parce que c'est vrai que c'était assez catastrophique, l'entrée de Biggie. J'aurais préféré un bon vieux film comme il a l'habitude d'en faire, plutôt que se taper la bouse du rappeur de bac à sable auquel on a eu droit là. Et alors là, pour le coup, on a eu droit à une entrée assez heavy metal de la part de Rhea Ripley, avec une chanteuse qui s'est donnée en live, en direct, et tout de suite, ça change. Et derrière, bah voilà, le match, pour revenir dessus, bah écoute, j'ai trouvé ça, moi, excellent. Je trouve que tout s'est donné au taquet. Asuka, elle est pas vernie, hein, quelque part, hein, parce que là, elle se prend un peu la marée avec la Rhea Ripley qui était à fond et qu'on sentait bien qu'elle allait jamais lâcher le morceau du début à la fin. Ouais. Elle a perdu quelques morceaux quand même. Et elle a perdu quelques morceaux au passage parce qu'il y a eu quelques phases assez stiff pour le coup. Et j'ai même été étonné en fait par certains passages là, où que ça soit de la part d'Asuka, des deux d'ailleurs, hein, que ça soit de la part d'Asuka ou Rhea Ripley, je sais pas si c'était une entente entre les deux avant le match pour se dire bon bah allez là vas-y tu m'envoies tout ce que t'as, t'hésites pas, c'est pas grave, s'il y a un peu de dommage collatéral on fera avec. Mais vraiment elles se sont données. Bah, enfin, les deux titres féminins, que ce soit Belair Banks ou Ripley Asuka, au final, moi je trouve que ça a été deux super matchs. Moi je trouve que j'ai été gâté par le catch féminin ce week-end. Donc j'ai vraiment. Et puis alors, on parle même pas de takeover. Allez écoutez ça, c'est déjà en ligne. Parce que vraiment, enfin pour moi, le catch féminin cette semaine à la WWE a été assez fantastique. Et je me suis régalé toute la semaine. Et donc, bah, Ripley Asuka n'a fait que confirmer ma régalade. Eh ben écoute, je suis super content pour toi, tonton. Moi, je suis plutôt de l'avis de Papy. Alors, en fait, je me suis demandé aussi si c'était pas mes conditions personnelles. On n'en parle jamais, ça, dans les reviews, mais des fois, nous-mêmes, en tant que visionneurs, soit on le regarde à un moment un peu fatigué, ou on a du bruit autour et tout. Je trouve qu'il y a des matchs, des fois, j'ai l'impression de passer à côté ou d'avoir moins bien vécu que vous en les entendant. Parce que, alors là, je sais pas, voilà, moi, je l'ai regardé en fin de matinée, là, juste avant d'aller manger. Je me suis réservé le main event pour après l'après-midi. Voilà, bon, je raconte un peu ma vie, mais pour dire, j'étais peut-être un peu fatigué de la fin de la matinée. J'ai pas réussi trop à rentrer dedans. J'ai pas trouvé, voilà, le public avait un peu de mal et ouais, j'ai trouvé ça plutôt comme Papy. J'ai trouvé ça un peu long. J'aime bien les deux catcheuses, mais je sais pas si c'est à cause aussi de la feud, effectivement. Euh, Règne un peu maudit pour Asuka quand même, qu'il a récupéré la ceinture en ouvrant le Money in the Bank, et qui effectivement a eu, déjà, il a pas eu grand monde puisqu'elle s'est fadée, effectivement, Lana ou merde, j'ai déjà oublié son nom là, celle qui était avec, celle qui s'est fait virer là parce qu'elle était communiste. Ah oui, Zelina Vega, voilà. Zelina Vega, bah oui. C'est vrai qu'il y a eu un match contre elle en plus. Oh là là, Et ouais, elle pauvre. a eu Zelina Vega. Après, ça, Zelina Vega, victime du macartisme. eh ouais, c'est ça. Et ça s'est un peu réveillé cet hiver quand Charlotte est revenue, mais elles ont commencé par être copines. Et puis Charlotte, elle était avec l'autre blonde, Lacey Evans. Puis finalement, les deux blondes, elles se sont barrées. On se souvient de Charlotte, là, quand elle avait croisé Mandy Rose et Dana Brooke, qui avait dit allez, prouvez-moi ce que vous avez vous aussi. Bah, finalement, il n'y a eu aucune adversité pour ce titre. Et puis on a sorti Rhea Ripley, on a bien fait, c'était le bon moment. Mais je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas assez travaillé ensemble? Est-ce que j'ai pas eu assez d'attachement vers l'Australienne? J'étais pas trop dedans.
Soulignons quand même qu'on a les deux, le duo finaliste du Rumble féminin qui devient Oui. champion. Ça, c'est pas mal, ça. Je sais pas si c'est déjà arrivé que les finalistes de Rumble ensuite gagnent la timbale toutes les deux à WrestleMania, chez les filles ou chez les mecs d'ailleurs. Ouais, ouais, le doublé. Le doublé, et effectivement, Rhea Ripley, j'espère qu'elle tenait pas beaucoup à ce pantalon-là parce qu'elle a perdu pas mal de morceaux de pièces de métal et autres. Mais bon, j'attends beaucoup de la suite parce que je trouve qu'il fallait un peu peut-être en finir avec cette Asuka toute seule sans adversité. Voilà. Bah, justement, c'est ça que c'est une Oui, bonne nouvelle. Ça, justement, là, moi, je c'est une trouve bonne que nouvelle. Je suis bien pour le d'accord. coup, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Monday Night Raw, ça. Ah oui, Heu, oui, je suis là, bien d'accord. là, tu vois, il y a moyen de relancer tout un tas de choses avec, une nouvelle championne. Ça va nous donner de la fraîcheur. Ça va permettre à Asuka un peu de se remettre parce que Asuka, c'est quand même elle qui tient la division féminine à bout de bras dans le show rouge, Ouais. depuis 1 an et depuis, le départ de Becky. Donc je trouve que ça, en plus, non seulement, ce match, conclut, la rivalité, nous donne une nouvelle championne et nous emmène sur un nouvel élan pour la saison 38. C'est pour ça aussi que je voyais beaucoup de nouvelles championnes tag team parce que je pensais que le moment était venu aussi d'avoir Baszler ou Nia Jax un peu plus en solo. Mais bon, c'est pas pour de suite. Ah, moi, je les Alors, aime bien en tag team, faut qu'elles y restent, hein. Elles fonctionnent c'est bien comme ça. c'est vrai, mais c'est une des rares tag teams que tu peux dissoudre, je trouve, que le Riot Squad ou la Naomi ou les autres, en solo, ça va pas donner grand-chose, quoi. S'il faut builder Billie Kay ou Naomi en challengeuse d'un titre mondial, c'est pas facile, quoi. Alors que Baszler, ça se fait vite. Mais bon, à voir. Allez, on va bientôt analyser Raw du lendemain, qui est toujours un grand moment. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les gars? On revoit Charlotte, on revoit Becky, on revoit Eva Marie? Bah, je pense qu'on va revoir, Eva Marie et Melina qui, certainement se lancer dans une rivalité pour le number one contendership. Ouais. Non, non, alors c'est con parce que en fait, je misais sur Becky, mais du coup, je me disais ça aurait été sympa si Becky revienne, que ce soit Asuka la championne, vu que c'est elle à qui elle a donné la ceinture. Et du coup, ça sera pas ça. Donc, je pense que Becky va finir par revenir. Ouais, je mise sur Becky, moi. Ah Tonton, ouais, tu sens? Ouais. moi pas du tout quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi, mais moi je sens pas du tout Becky revenir pour l'instant. Elle va revenir, hein, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va revenir, hein, mais j'ai pas l'impression que ça va être pour maintenant, quoi. Je pense que ça va arriver un peu plus tard. En plus, bon, ouais, papy, justement, tu dis, et Becky, il faudra qu'elle revienne par rapport à Asuka. Bah là, ouais, Asuka, elle a pas le titre, donc du coup, ça serait peut-être pas super pertinent de faire revenir tout de suite Becky. Je parierais plus, pour le coup, sur un retour de Charlotte que sur Oui, un pour le retour coup. de Becky. Cette Si j'ai histoire à s'écrit toute si seule avec Rhea Ripley, quoi. Ouais, parce que, bah, ouais, voilà, exactement, voilà, tu as tout compris, tu as tout pigé. C'est exactement ça mon propos. C'est que moi, je parie plus sur un retour de Charlotte à Monday Night Raw et qui va venir voir Ripley en disant: «Dis donc cocotte, la dernière fois que tu as gagné un titre, c'était NXT et moi je te l'ai pécho. Donc là, eh ben, écoute, il va se passer la même, je vais te casser la gueule et je vais récupérer mon titre de Monday Night Raw» et voilà. Donc là, ça s'écrit, mais alors, tranquillou, quoi. Ouais, je vote plutôt sur ça. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, de la part de Becky, c'est qu'elle revienne pour le Money in the Bank féminin et qu'elle le gagne, pourquoi pas, qu'elle reprenne un peu là où elle s'était arrêtée. Mais Ah, ça serait pas mal ça, ouais, pourquoi ouais. pas. Ah bah oui. Allez, c'est Bon, vendu, après, c'est le Money in the pesé. Bank, c'est le mois prochain, donc c'est bientôt aussi. Oui, bah, Non, 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 le 16 mai d'abord, il y a Backlash et Ah, c'est bon, il y a les dates? ouais, 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 il y a les dates, ouais, ça a même été annoncé pendant la nuit, Cole a Oui, au annoncé, bout d'un moment, je dormais, hein. ah ouais, d'accord. Donc Backlash a été annoncé le 16 mai et donc D'accord, d'accord. OK. Money in the Bank va être aux alentours de la mi-juin, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un bon timing par rapport à Becky Ouais. et franchement, là, avec, Rhea en championne, ouais, Charlotte, ça coule de source quasiment, quoi. Mais bien sûr. Et puis Charlotte, t'es censé avoir juste le Covid. On en revient plus vite que d'avoir eu un enfant en général. Enfin, on verra bien. Ça dépend, il y a des covid longs, hein. Oui, c'est Il y a des vrai, Attention, hein. Covid, c'est donc vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est On vrai lui qu'il souhaite y a pas. il y a, je connais pour le coup une personne qui effectivement est malade depuis quasiment 1 an. Ah ouais, Effectivement, il y a des covid qui se passent, qui sont longs, sur ouais, la durée effectivement. et ça, c'est vraiment pas cool d'ailleurs, hein. Et on a vu dans le milieu du sport des gens qui du coup n'arrivent jamais, enfin, jamais. On espère que reviendra, mais qui du coup se payent pareil, voilà, 1 an sans pouvoir quasiment faire de sport parce que, problème respiratoire. Bon, je lui souhaite pas à Charlotte, Non. mais bon, Mais on faut toujours se méfier. ouais, après il y a une autre carte à laquelle je viens de penser parce qu'on parle de Covid et ça m'a fait penser à Keith Lee.
Est-ce qu'il serait pas temps qu'on retrouve la vraie Maya Yum, Mia Yum Oui, you, oui, you. Pardon. Ouïouïouï. Ah, Parce tu que ça veux, fait longtemps qu'on l'a pas vu sous One. ah ouais, tu veux un retour de Mia-Yim. Alors, bah écoute, Oui, Mia-Yim, pardon. c'est la compagne de Kisly. Kisly est Voilà, blessée et elle a disparu avec le split de Retribution, ce qui je pense d'ailleurs est une bonne justement. nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour elle. Mais maintenant oui, ça serait sympa d'ailleurs que Mia-Yim, parce qu'elle est compétitive entre les cordes, donc ça serait sympa qu'elle ait enfin un vrai rôle dans le main roster, ce qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent, quoi. Parce que Retribution, c'était une catastrophe et en plus, elle était même pas utilisée pour essayer de faire régner un peu la terreur dans la division féminine. Donc, bah, j'espère qu'elle va faire un retour en individuel et puis qu'on va lui proposer un programme sympa à la Mia. Ouais, mais pas tout de Allez, suite Rhea Ripley, quoi. Si t'as Mia Yim et Rhea Ripley tout de suite, ça fera cheap, quoi. Faut lui laisser le temps de se reconstruire un peu une réputation, là, parce que bien Ah sûr. non, Mia Yim, c'est rien, hein. ah ouais, non, mais moi, j'en étais pas à dire qu'on allait mettre Mia Yim dans la title picture, hein. Moi, je demandais juste que déjà, elle vienne remettre de l'animation dans la division féminine, hein. Ouh là là, moi, j'étais déjà pas dans l'histoire de la ceinture, là. Ah ouais, mais faut voir loin, faut voir sur le long terme. On verra. On verra ce qui fera danser Mia. Et, Il y a faut pas oublier un autre petit détail aussi, concernant, la division féminine. Enfin, d'ailleurs, ça concerne aussi les garçons, hein, mais c'est qu'il va y avoir des montées de NXT, hein, comme après chaque, eh oui, WrestleMania, hein. On rentre dans la saison 38 et surtout après ce qui s'est passé à Takeover, chez les garçons comme chez les filles, il ne serait point étonnant que, à Raw comme à SmackDown cette semaine, on ait le droit à l'arrivée, de catcheuses et catcheurs. Du show jaune. c'est vrai, mais c'est justement une carte à laquelle je pensais, c'est est-ce que démasquer et rebooter un des mecs de Retribution ou une des filles, ça ferait pas partie un peu du lancement de la nouvelle saison, hein, Ouais, on je vois bien on verra. Mia avec une belle chaîne en or qui brille pour avoir un nouveau personnage. Ouais, mais Mia, elle avait avant Retribution, elle avait plutôt une ambiance, une gimmick un peu hip-hop que j'aimais Ouais, bien d'ailleurs. Et j'aimerais bien en fait qu'elle revienne vers cette ligne qu'elle avait à NXT. Alors peut-être pas quelque chose de fondamentalement identique, mais quelque chose en tout cas qui s'en approche. Et puis je sais pas si ceci est une prédiction ou un spoiler, mais moi en tout cas je vous l'annonce, Yoshirai, moi je la vois bien débarquer vendredi à SmackDown. Oh bah, je te suis largement. Je pensais même qu'elle arriverait plus tôt. ah Pour bah, faire le segment d'après. ouais, Ah, pour on moi, a effectivement. pour moi, elle va aller dans le show bleu, Yoshirai, pas dans le show rouge. Ben, c'est un peu teasé puisqu'elle provoque sur Twitter et elle veut affronter Bailey. Bailey, Oui. justement, la transition est bien faite. Juste avant le main event, on revoit pour la ultime fois nos hosts qui n'auront vraiment pas servi à grand chose, quand même, Titus O'Neill et Hulk Hogan, et qui nous disent voilà, le public formidable, tout est formidable et tout ça. Ils sont interrompus par Bailey. Alors, Bailey, j'ai pas à détailler, mais elle aussi, on l'a vu un peu en coulisses, comme d'hab, essayer de raconter n'importe quoi, Eric Bischoff aux uns aux autres. Donc Bailey, elle est pas contente, elle porte la compagnie sur ses épaules et elle est même pas sur la carte de WrestleMania. Donc là, elle vole un petit peu le moment. Elle dit c'est mon moment, envoyez-moi mes pyros. Donc il y a 2-3 feux d'artifice qui explosent. Visiblement Bailey, ça suffit hein, pour la rendre ivre de joie. Elle est toute contente, elle rigole. Et à ce moment-là, alors qu'elle nous saoule, et ben tout le monde s'attend. Mais qui va venir la faire taire? Extraordinaire. Et là, Mia Yim ne vient pas. Yoshirai non plus. À la place, ce sont les héroïnes, les justicières, les Bella Twins qui débarquent. You can look, but you can't touch. Voilà les deux sœurs qu'on attendait, Brie Bella et Nikki Bella. Bailey leur fait une petite remarque en disant que John Cena ne sera pas là ce soir. Et bah du coup, elle prend une baffe et les Bella Twins font ce qu'elles savent faire de mieux. Elles se mettent chacune à un bras d'un des guest hosts et c'est formidable. Quelle belle image avant le main event. C'est ce qu'on avait envie de voir, hein, papy. Non, c'est pas ce qu'on voulait voir. C'est pas ce qu'on voulait voir. Je pense que c'est ce que personne voulait voir parce que j'ai l'impression qu'elles se sont fait huer en plus les Bella quand elles ont tapé Bélé. Alors nous, effectivement, sur le live, on était en train de se dire, ah, est-ce que ça sera Becky Lynch? Est-ce que ça sera Yoshira? Moi, je pensais que c'était Yoshira, justement, par le fait qu'elle provoque pas mal Bélé. J'aurais dit, bah tiens, ça aurait été une belle introduction pour qu'on sache qu'elle vienne à SmackDown le vendredi d'après. Ah non, c'était les Bella. Après, c'était finalement, j'aurais dû m'en douter, hein. De toute façon, Bayley, elle a passé son week-end à tourner autour des Hall of Famers. Les Bella sont Hall of Famers. Et ben, ça devait se finir avec les Bella qui tapent Bayley. Ouais, bon, moi, j'ai jamais, jamais, jamais été fan des Bella. Elles m'ont toujours saoulé. Donc, pour le coup, bah, forcément, j'ai pas apprécié. Mais bon, après, c'est plus un délit de sale gueule qu'autre chose, quoi. Quel beau segment où Brie tient le micro pour que Nikki puisse mettre une baffe. Elles ont travaillé quand même ce segment, tonton. Hein, on peut pas leur nier.
Ah ouais, on sent la coordination, quoi. Bon, ouais, Bailey, elle s'est incrustée partout hein, pendant les 2 soirées de ce WrestleMania. Bon, je l'ai déjà dit pour la soirée 1, hein, moi je trouve que c'est quand même assez triste pour elle, quoi, hein, parce que je pense qu'elle était en état de catcher. Je crois qu'il n'y avait pas de problème par rapport à sa condition physique. Donc, moi je trouve quand même que c'est assez dommageable qu'elle n'ait pas eu le droit à un shot au cours de ce WrestleMania. Elle l'aurait mérité pour moi au vu de l'année qu'elle a passée. Et finalement, elle se retrouve à faire des segments micro un peu rincés quand même. Hein. Et puis, comme tu l'as dit, surtout en plus avec deux hosts qui ont servi à peu près à rien tout au long du week-end. Et puis tout ça en finissant pour se prendre une trempe par les Bella Twins. Bon, moi je suis un peu comme papy, hein, j'ai jamais été un grand aficionado des Bella Twins. Donc bon, ça, plus vite c'était terminé, mieux c'était. Bah, ça s'est vite terminé, c'est l'avantage. Non, Bon, je pense que c'était un choix effectivement critiquable, mais c'est limite une ficelle scénaristique en fait. Bailey, elle nous la joue un peu Sami Zayn là, complotisme, elle a pas de temps à l'antenne, on veut pas la laisser parler, donc sûrement que ça va déboucher sur une feud contre je ne sais pas qui, peut-être Yoshirai, mais enfin ça va être un peu son. Je pense que ça va être la vexation qui va la nourrir pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on va sûrement revoir Bailey affûtée sur le ring. Après, c'est toujours dommage de rater un WrestleMania parce que c'est court, une carrière de catcheuse, mais fait quand même l'année dernière et tout une bonne grosse année, donc elle a peut-être aussi un petit peu de repos mérité. Je sais pas. En tout cas, nous sommes arrivés au main event du dernier soir de WrestleMania, du dernier soir de cette WrestleMania Week. ça y est. Ça y est, ah ben on l'attendait ce match. Hein. Ah, Là, on est parti. Le Triple Threat match pour le Universal Title. Alors, c'est Daniel Bryan qui arrive en premier, qui lance des Yes Chants, mais qui sont pas si suivis que ça. Par non, contre, ils sont bien ouais, édités aussi. ils Hein. sont bien édités, ouais. Par contre, à ma surprise générale, et ben finalement, celui que tout le monde avait envie de voir, bah, c'est Edge. Et ouais. Énorme pop pour le Canadien. Après, avec le recul, ça se comprend. Le mec, il est revenu de blessure, on l'avait pas vu depuis 10 ans et on l'a pas vu en fait avec le public puisque on l'a vu au Rumble l'année dernière, mais WrestleMania et puis Backlash là où il fait le wrestling match ever best of the time, il était sans public. Donc je pense qu'il y avait une énorme attente de voir Edge quand même pour les fans. Comme on a dit que ça avait l'air d'être un public assez hardcore qui voulait voir Kane et Tamina, bah, il veut voir Edge aussi. Donc très grosse pop pour le Rated R Superstar qui arrive dans la fumée, dans tout ce qu'il faut. Et puis Roman Reigns, lui, il prend les huées comme prévu, donc il n'y a pas de souci. Le Ah, Tribal King. cette hit qu'il a prise. Pouah, 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 pouah. Ouais, mais là c'est la première fois que c'est vraiment fait exprès, que c'est mérité, qu'il arrive avec toute la lenteur du monde, avec Jey Uso et Paul Heyman. Et ben c'est parti. Donc c'est parti pour ce main event. Alors un main event qui va partir dans tous les sens. Hein. Ils sont 3 et en fait non, ils sont 4 puisque ça a à peine commencé que Jey Uso envoie des super kicks à tout le monde. Enfin tout le monde évidemment, vous avez compris, hein, pas à Roman Reigns, mais il envoie des super kicks à Daniel Bryan, à Edge. Il est vraiment l'atout principal pour Roman Reigns. Sauf qu'à l'extérieur du ring, Edge va lui placer un gros DDT sur la rampe d'escalier et ça lui fait mal à la nuque à Jey Uso. Il est même obligé de partir avec les arbitres, avec la sécurité, il part en ambulance, le pauvre. Il s'est quand même bien fait mal. Donc du coup, ensuite, on revient sur un match un petit peu plus équilibré. Une grosse intensité, hein, où ben, on va avoir beaucoup de 1 contre 1 qui vont alterner. Il y a un segment avec Edge et Roman Reigns qui vont se faire un spear en même temps. Donc ils se font épaule contre épaule, un gros choc. Daniel Bryan en profitera. Il va faire des séries de yes kick à un petit peu tout le monde. Bryan qui va passer son running knee, son high knee sur Edge, mais qui va pas vraiment en profiter. D'ailleurs, Daniel Bryan, il va finir par passer à travers la table des commentateurs sur une grosse powerbomb de Roman Reigns. Donc on a un gros match et c'est Edge qui prend le dessus, qui va sortir des chaises, qui met les chaises sur le ring, sauf que Roman Reigns, il lui empêche d'utiliser la chaise, il lui écrase la chaise, mais Edge garde dans la main le barreau de la chaise, le pied d'une des chaises, et il va s'en servir à un moment donné pour placer une soumission, là, une sorte de brise-nuque sur Roman Reigns. Donc il lui tord la bouche avec la barre de fer dans la bouche. Roman Reigns, il fait des yeux, on n'a jamais vu ça. Il souffre comme il a jamais souffert de sa vie. Il est au bord de taper. Il y a Paul Heyman qui est en folie, qui est effrayé derrière. Daniel Bryan arrive. Il lui aussi tente le Yes Lock en même temps. Donc Roman Reigns, il est tordu dans tous les sens.
Mais bon, ça, c'est pas possible. On peut pas avoir deux gagnants à égalité. Donc, Bryan et Edge, ils s'envoient des headbutts réciproques pour se faire lâcher un petit peu la prise. Finalement, c'est Edge qui prend le dessus. Il continue avec les chaises. Il place les têtes de ses deux adversaires sur une chaise dans le ring. Il prend la sienne. Et on est parti là sur du vrai vintage Edge qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Concerto sur les deux. À ce moment-là, Jey Uso revient du Diable Vauvert. Il empêche un petit peu Edge de continuer ses plans, mais il va très vite être neutralisé à nouveau par le Rated R Superstar. Sauf qu'il encaisse un gros spear de Roman Reigns. Daniel Bryan, lui, depuis qu'il a pris le concerto, il n'a pas bougé. Roman Reigns, il place un concerto à Edge et il met les deux au sol et il va couvrir ses deux adversaires en même temps. Voilà, Daniel Bryan, là, il aurait pu prendre un tombé de 35 secondes, je pense. Et ben, au final de ce match de très haut niveau, et ben, le Tribal King a finalement encore une fois dominé le débat. Malgré un Edge qui a fait pas du tout son âge et qui a donné plus qu'il n'en fallait, malgré un Daniel Bryan qui a été l'élément électrique auquel on s'attendait, et ben voilà. Donc confirmation de la suprématie de Roman Reigns. Mais là, pour le coup, est-ce qu'on n'a pas eu le match, enfin le gros match qu'on espérait Tonton, Alors là, franchement, je vais pas bouder mon plaisir. 22 minutes de match. Ça a été moi, notre ami Roman Reigns. En fait, quand il prend cette fameuse hit du public, là, au départ, c'est incroyable, quoi. Ouais, pour moi, dès qu'il arrive, en fait, tout de suite, on se dit, ouais, c'est lui la star du match. Même si Edge hein, a une pop de face totale, hein, tu l'as bien souligné, hein, et c'est totalement mérité, presque, j'ai envie de dire. Mais vraiment, Reigns, pour moi, il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus. Le mec, il est buildé pour tout détruire depuis son retour et sa prise de titre à SummerSlam. Je pense qu'il va garder le titre encore un paquet de temps. Je vois même pas trop en fait qui à l'heure actuelle à SmackDown peut venir le chercher là, parce que il est Adam au-dessus de Cole. tout quoi. Il est au-dessus de tout. Et pourtant, oh non, par pitié, pas lui. Mais vraiment, vraiment. Et puis le match en lui-même, tout le déroulé du match est vraiment super. Voilà, les interventions de Jey Uso, c'est attendu, mais je trouve que ça se passe toujours dans un bon timing. Toute la colère de Edge avec les chaises et tout ça, et ce passage incroyable là où Edge tente la soumission sur Reigns et que finalement Bryan remonte en 2-2 sur le ring, chope le Reigns lui aussi dans son yes lock, et puis finalement ça se termine dans une série de coups de boule. Enfin vraiment, c'était dingue quoi, c'était dingue. Et vraiment, les triples menaces, c'est quand même quelque chose à chaque fois. Moi vraiment, quoi, c'est vraiment une stipulation pour le coup que j'aime bien. Et là, on avait 3 gros workers sur le ring. Et pour moi, ils ont vraiment délivré la marchandise. C'est quand même ce qu'on attend d'un main event de WrestleMania. Voilà, ceinture en jeu et les gars s'envoient du pâté pendant plus de 20 minutes. Donc non, moi, franchement, j'ai été vraiment satisfait. C'était un match que j'attendais énormément et j'en ai pas été déçu. Victoire finale du Roman Reigns qui pine finalement Edge et Bryan en même temps. et voilà, il tombe dans le macronisme, Roman Reigns. Va falloir qu'il fasse attention. Et puis, image quand même, je finirai là-dessus quand même. Un WrestleMania qui se termine sur la victoire d'un heel dans la hit, et alors qu'on est tellement habitué à avoir un WrestleMania qui se finit dans une pop de folie avec le public fou de joie et tout ça, quoi. Et ben là, non, quand même, je trouve un choix couillu de la WWE de faire gagner un heel à la fin de WrestleMania. On en reparlera tout à l'heure, mais les heels ont été à la fête pour ce WrestleMania. Ouais, moi j'ai été très étonné. Ça m'a fait la même chose hier pour le match d'opener avec Drew, c'est que j'avais pronostiqué Roman Reigns sur notre Discord, mais en fait, quand la soirée a débuté, je me suis dit non, en fait, je suis con, c'est le moment de Edge, là, il est en pop énorme, il est face, ils ont mis Daniel Bryan juste pour prendre le pin sûrement pour protéger Reigns, mais la soirée peut pas se finir sur un truc heel, et puis en fait si, donc effectivement, c'était couillu. Papy, qu'est-ce que t'en as pensé? Un des peut-être meilleurs main events de WrestleMania, en fait, de ces dernières années, non? Oui, ouais, après, je t'avouerais que j'ai toujours mes petits problèmes de mémoire de me resituer les derniers main events, mais en tout cas, c'était un match digne de WrestleMania, ça, y a pas à cracher dessus. Effectivement, un choix d'un heel qui gagne, je pense que s'il y avait eu un Giscal dans les tribunes, son regard aurait été choqué par ce finish. Et
Et puis, non, mais ils ont plutôt bien fait le taf. Effectivement, je pensais qu'ils avaient rajouté Bryan dans l'équation pour avoir un face et un mec soutenu par la foule. Mais en fait, le mec soutenu par la foule, c'était Edge. Donc, Bryan, il a plus servi à donner un peu d'équité au match, à donner un peu de dynamisme, parce que les deux autres, ils ont quand même un style un poil plus lent et avec de temps en temps des petites pauses à faire. Le Ouzo là, qui débarque et qui se fait planter dans l'escalier de fer, c'est assez impressionnant. Et puis ouais, enfin franchement, il y avait tout d'un match de WrestleMania, main event avec, des interventions, des retournements de situation, des surprises, des spots un peu impressionnants parce que tu parlais de Roman Reigns qui explose le Bryan dans une table et dans la foulée, il s'était mis debout sur, l'escalier pour le faire et dans la foulée, tu as Edge qui le spire Oui, depuis sa position, en fait. Donc C'est ça vrai. n'arrête pas dans tous les sens. Effectivement, le spear versus spear qui se choque en plein milieu du ring, ouais. c'est très impressionnant et puis ouais, donc globalement, ils ont vraiment j'avais peur pour ce match-là parce que depuis le début de l'année, j'étais déçu par les matchs de Roman Reigns. Alors il y avait eu l'histoire des menottes qui est un peu foiré, mais même pour le reste, je trouvais qu'il je sais pas, il y avait pas le bon truc. Et là, pour le coup, j'ai retrouvé tout ce qui était bon. En fait, j'ai vraiment rien à reprocher dans ce match-là. C'était nickel chrome. C'était nickel chrome, ouais, je partage tout à fait votre avis, moi. Donc moi, j'ai un peu une meilleure mémoire que toi, papy, hein. Bon, après, c'est toujours difficile de comparer, mais c'est vrai que les derniers main events, on va pas évoquer le WrestleMania de l'an dernier qui était un peu spécial, mais il y a eu le main event féminin, il y a eu le fameux Brock Lesnar, Reigns, où Reigns finit en pissé de sang, il y a eu en fait, il y a eu tout le temps Roman Reigns, quoi. Il y a eu le Roman Reigns Triple H qui était un peu délicat. Alors, ouais, pour moi, je crois que c'est un des plus beaux matchs de fin de WrestleMania que j'ai vu. Je suis très très étonné, ouais, de ce choix, hein. Surtout là, selon les circonstances, c'est-à-dire premier WrestleMania depuis, premier choix avec du public, je pensais qu'on allait partir sur au moins un spot face pour finir. Alors on l'a eu la veille avec Bianca Belair, donc je pense que c'était un peu le cadeau aussi pour pas avoir peut-être Lashley et deux heels qui gagnent les deux main events. Mais finalement, c'est que justice et Roman Reigns, c'est effectivement, je pense, passé là dans un calibre dont on parlera dans les années à venir, quoi, comme un des meilleurs comme le plus gros de sa génération. Mais tout le monde a été bon, quoi. C'est ça que je trouve dans ce match. Tout a été une bonne décision, je trouve. C'est-à-dire que Jey Uso, on savait qu'il allait intervenir et ça aurait été nul qu'il intervienne au bout de 10 minutes de match, je trouve. Là, il est d'entrée. Du coup, d'entrée, il a pu être mis un peu hors course. C'était plutôt bien fait. Tout le monde est paru fort, je trouve. Enfin, Brian, il a été ce qu'il sait faire. Il a eu quand même des séries d'IS kick, il a eu tout ce qu'il faut, il a eu les soumissions, il a eu tout pour lui. Edge, voilà, c'est son meilleur match, je pense, depuis qu'il est revenu, hein. Il a été parfait, je trouve. Il était en très bonne forme physique, il a l'air, il était beau là avec sa tenue blanche, lui aussi là, c'était le blanc là chez les anciens Rated RKO. Et puis Roman Reigns énorme, mais vraiment tout m'a plu. J'avais peur du côté on la rejoue le 2014, la Bryan qui soit un peu défoncé tout seul contre les deux autres, et bah pas du tout. Donc ils ont pris les bonnes directions et c'est un très beau main event, c'est un très beau match, c'est un très beau champion. Et effectivement, ça va être difficile d'aller le chercher. Et il va falloir un shake-up ou je ne sais quoi, ou un Dabakoto ou je ne sais qui, mais moi je pense que ce Reigns là, il tient la ceinture en main pendant un moment, quoi. Ah bah là, moi je le vois, à moins qu'avec un Money in the Bank, peut-être avec un cash-in un peu surprenant. Sinon, qui pour aller le chercher d'ici SummerSlam, en fait, j'ai envie de dire? Ça me paraît un peu compliqué, quoi. Ouais, il Mais faudra un cash-in, ouais. il faudrait, ouais, soit un cash-in, soit mais au jour d'aujourd'hui, il est tellement au-dessus Roman Reigns, quoi. Il est vraiment le mec plane, quoi. Le mec plane sur l'ensemble du catch masculin de la WWE, quoi, et du catch mondial, quoi. C'est la superstar ultime, quoi. D'ailleurs, ça trompe pas, hein, lors de l'ouverture de WrestleMania avec Vince McMahon, qui était en Starco à côté, juste à côté de Vince McMahon, c'était Roman Reigns. Hein. C'était pas Bobby Lashley, Drew McIntyre ou je ne sais qui, mais c'était bien Roman Reigns. Hein. Donc le mec, là voilà, il est dorénavant le top guy de la compagnie et deal with it, quoi. Ouais, c'est le nouveau fils du patron, Roman. Du coup, je pense que tu vas finir par le détester, tonton. Ah non, 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 moi j'aimais Reigns déjà avant, quand il était hué et comment dire, voilà, qu'on n'arrêtait pas de balancer des saloperies sur lui en permanence pendant ses runs
avec ses plusieurs main events de WrestleMania, etc. Moi, j'ai toujours continué à le supporter et je trouve que ce heel turn qui était finalement tant attendu est une maxi réussite. Pour moi, ce heel turn de Roman Reigns, c'est peut-être la plus grande réussite de la WWE sur les 5 dernières années, quoi. J'ai pas de souvenir de quelque chose d'aussi percutant, d'aussi impactant que ce heel turn de Roman Reigns. Et je trouve que sa partition est parfaite depuis sa prise de titre à SummerSlam. Preuve en est d'ailleurs que même un Paul Heyman, qui est quand même un talker reconnu dans le business depuis tant d'années, eh ben, le mec dit quasiment pipe pas mot quasiment quand Roman Reigns est là, quoi. C'est Roman Reigns qui assume tout au micro, qui est le chef tribal et qui pète des gueules tous les week-ends. Et bah moi je dis respect Roman. Il a été extraordinaire, Paul Heyman. Je sais pas si vous avez remarqué un moment, je crois que c'est quand il est coincé dans une yes lock, Roman Reigns, Ouais. Paul Heyman, Ouais, il est au bord des larmes et puis il voit Edge qui arrive et il lui fait ainsi, vas-y, brise la prise. Interviens. Mais je partage ton éloge, tonton, et je pense que on a été beaucoup à dire du mal de Roman Reigns, mais c'est toujours le même sujet. On disait du mal sur son booking. Moi, j'ai été un peu un hater de Roman Reigns parce que pour moi, il n'y avait pas d'issue en fait à cette espèce de top face qu'on nous imposait. Et moi, moi je dis, les main events contre Triple H notamment et contre Brock Lesnar, celui auquel notre ami Giscal a assisté en live et s'est pris la tête à 3 mains ou à 4 mains ou à 5 mains tellement il en pouvait plus, il y avait un problème, quoi. Il y avait un problème avec la foule, il y avait un problème du coup avec ses runs qui étaient à chaque fois arrêtés finalement parce que ça allait pas. Et là, on a vraiment l'impression qu'on a lâché les chevaux. Et puis voilà, quel beau pur sang, quel bel ouais, étalon qu'on a là. dans ce main event, il y avait surtout le problème que Giscal n'avait pas préparé de pancarte catch-up pour nous faire une publicité mouse costaud, quoi. C'était surtout Ouais, le problème principal de ce main event à WrestleMania. Ouais, c'est le problème vient souvent de Giscal, en fait, de toute façon. Allez, habillé pour l'hiver. Mais voilà, mais je te confirme ce que tu dis, Raphaël. Vraiment, c'est franchement, gentil. je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire de toute façon, quoi. Je considère que là, on est pourtant depuis toutes ces décennies où je regarde le catch, Roman Reigns fait partie des mecs qui me fait la plus grande impression que j'ai jamais eue avec un catcheur, quoi. Je veux dire, rappelons-nous quand même un peu aussi de toute la polémique sur le fait qu'il catchait avec son espèce de gilet tactique et tout ça. Limite, on disait qu'il avait un troisième téton, que c'était pour ça qu'il se mettait pas torse nu. Le mec, quand il débarque torse nu, il a mis tout le monde d'accord. On a dit ah ouais, ok, le mec c'est un monstre en fait. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser quand on annonce au début du match les tailles et les poids et tout ça des gars. C'était le plus lourd. Il est annoncé à 265 pounds quand même, notre ami Roman. C'est vraiment, voilà, le gars, il dégouline, comme je le dis souvent, il suinte, il dégouline, il transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip, même s'il catch en pantalon. Ouais, c'est le bel homme de SmackDown. Tu parlais des grandes réussites. Pour moi, il y a eu Drew, enfin le face turn et le push de Drew qui est aussi une belle réussite après avoir passé un an ou deux à pas faire trop grand chose, justement à servir un peu de paillasson à Roman Reigns et puis en tag team là quand il était avec Ziggler et tout ça. Mais Drew est aussi une grande réussite. Mais là, Roman Reigns, il est dans un autre niveau et je pense que quand ils disent que c'est lui qui fait les ratings de SmackDown, il y a une part de vérité quand même. Mais carrément. Il y a Carrément. plus qu'une part de vérité, je pense, sur le coup. Et c'est totalement vrai alors. Yep. Voilà, les amis, on en a fini avec ce WrestleMania nuit 2. On a fait un petit peu plus court, on était un petit peu moins nombreux. Voilà, on pense à Ringside coincé au boulot et à Giscal sûrement coincé avec un gars dans son bureau. Il paraît qu'il aime bien ce genre de configuration. Ouais, c'est un peu son kiff d'être avec des gars dans des bureaux, Giscal. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Écoutez, papy, voilà, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. J'espère qu'enfin, cette fois-ci, tu as préparé ton top, ton flop et ta note. Non mais attends, et l'autre jour, je l'ai super bien préparé, et là, je l'ai encore une fois bien préparé. Ah, Du coup, je sais dire tout de suite mon top. Mon top, c'est pas dur. Je vais vous le piquer tout de suite. Et ben moi, mon top, il va au main event. Voilà, le main event qui était parfait, du pur style WrestleMania, long, bon, de l'action, on veut, tu en voilà, d'un retournement de situation, des interventions, et un champion puant de haine là qui gagne à la fin. Ah, moi, j'aime quand ça pue, j'aime quand c'est comme ça, et je donne mon top donc à ce main event. Mon flop, j'hésite en fait pour mon flop. Alors j'ai préparé, mais j'hésite. J'hésite parce que j'ai 2 matchs qui m'ont vraiment semblé en dessous, lors de ce WrestleMania. De manière surprenante, je pense pour vous, c'est le Asuka Rhea Ripley qui va vraiment pas du tout, en fait, qui a pas réussi à m'intéresser. Mais je vais quand même donner mon flop
plutôt à mon autre choix, à mon autre déception, qui est le Orton Wyatt. Non pas parce que je suis déçu du contenu in-ring, parce que comme j'ai dit, c'était plutôt même limite une bonne surprise. C'est juste que j'aime pas le fait qu'on nous fasse regarder le prochain weekly pour savoir ce qui va se passer dans un WrestleMania, quoi. Ça, c'est vraiment pas trop ce qui me plaît. Donc la fin là en queue de poisson pourri là, j'ai pas trop aimé. Donc ça sera mon flop. Et ma note, et ben, du coup, moi, je vais donner une meilleure note à cette nuit 2 qu'à la nuit 1. Les matchs étaient moins longs, mais par contre, j'ai ressenti plus l'ambiance WrestleMania. Donc avec, bah, on l'a dit, hein, c'est facilité parce qu'il y avait plus de couleurs, plus de sons, plus de vidéos. Il y avait des entrées spéciales, il y avait des interventions, il y avait un peu de tout, quoi. Il y a eu un segment avec un Guestos qui tape une catcheuse en activité et qui gagne. Et voilà, donc c'était vraiment plus WrestleMania, j'ai trouvé. Et donc, du coup, je monte un peu ma note, mais je reste toujours en mode sévère mais juste avec un 3,75. Alors, Ah. tonton, est-ce que toi, c'est une progression par rapport à la nuit 1? Ouais, petite progression aussi parce que moi aussi j'ai, alors évidemment, je pense que là, pour le coup, on peut pas blâmer la WWE parce que je pense que c'est largement lié aux conditions météorologiques qui les ont certainement freinés, la nuit d'avant et qu'on peut-être un peu il y a eu un peu moins de pyro, un peu moins de choses comme ça. Là, on a eu droit aussi à des entrées live avec des groupes et cetera. Bon, même si on a eu un espèce de rappeur, tout moisi là, pour Biggie et bah, justement, ça va rejoindre mon flop parce que moi, mon flop, je le donne, au Biggie Apollo. Pas tant pour la qualité du match, qui était plutôt correct, j'ai pas tellement de soucis avec ça. Mais voilà, j'ai été super déçu par l'entrée de Biggie par le live à cause du rappeur. J'ai été super déçu du décorum autour de ce match, alors que j'attendais vraiment que la WWE se sorte les doigts du cul en nous offrant un vrai truc, une vraie ambiance à l'africaine, et pas se contenter de mettre des tam-tams, des djembés, un gong et des kendo sticks dans un match qui s'appelait quand même Nigerian Drum Fight. Voilà, moi, si on m'avait laissé le booking de ce match, je vous aurais fait un truc qui pète la gueule, les amis. Mais alors là, je peux vous dire, là, ça aurait été votre top dans cette review, quoi. Et Avec vraiment. un petit troupeau de zébus? Ah ouais, ouais, non, mais moi, j'aurais fait un truc de dingue, hein. Moi, j'aurais fait un truc de dingue avec 50 percussionnistes, un ring avec du sable dessus, Biggie et Apollo en grenouillère spéciale, lutteur sénégalais. Moi, j'aurais fait un truc de fou, un truc de fou. J'ai été vraiment, vraiment super déçu là-dessus parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Alors, comme souvent avec moi, hein, je suis un enthousiaste, un peu quand même comme Giscal, malgré tout, hein. Là-dessus, on se rejoint avec le jeune Giscal. Mais vraiment, j'attendais un truc qui pète la gueule pour ce titre intercontinental, qui en plus, dans mon cœur, reste le titre vraiment ultime. J'ai toujours été un fan absolu de ce titre intercontinental et j'ai trouvé que son traitement n'avait pas été à la hauteur pendant ce WrestleMania. Donc, je vais lui donner mon flop. Mon top, bon, sans surprise, hein, après tout ce qu'on vient de dire, sans surprise, bah, je vais le donner au main event, quoi. 22 minutes de match sur lesquels je ne vais pas revenir. C'était un truc de fou. Roman Reigns, Roman Reigns, j'ai même plus de mots pour ce garçon, tellement il me sidère et tellement je trouve que c'est une réussite totale. C'est la superstar absolue de la WWE actuellement. Et pourtant, hein, Dieu sait que j'aime le bel homme, hein, Dieu sait que j'aime le dernier roi d'Écosse. Hein. Mais pour moi, Roman Reigns, c'est encore une strate au-dessus, quoi. C'est vraiment là, on est arrivé à un niveau. Il manquerait plus que maintenant ils décident de se dire bon bah voilà, à SmackDown j'ai tout fait, j'ai tout réalisé. Et bah tiens, si j'unifiais les titres, si j'allais péter la gueule à Bobby Lashley à Monday Nitro pendant que j'y suis. Mais bon, au-delà de ça, vraiment fantastique, quoi. Vraiment, Roman Reigns, voilà, en fait, je donne mon top au main event, mais quasiment avec la mention spéciale qui est spéciale au chef tribal, quoi. Et puis ma note, elle va être un peu meilleure, au moins aussi que hier. Hier, j'ai quand même donné un 3,5, ce qui, dans mes critères, est déjà une belle note. Mais là, je vais grimper la note et je vais passer carrément à un 4. Un gros et un beau 4. Eh ben, je vais être le seul alors qui va moins bien noter la nuit 2 que la nuit 1. Peut-être parce qu'on avait beaucoup d'attentes, comme on l'a dit. Hein, et la nuit 1 a été tellement satisfaisante. Moi, je trouvais que, je sais pas, j'attendais peut-être trop. Peut-être aussi le fait, bah, quand même, voilà, la nuit 1, ça reste la première nuit où on a vu du public, de la foule et tout, même s'il y a eu voilà, le heel turn de la pluie qui était assez imprévisible. Mais voilà, c'est la nuit 1, la nuit qu'on retient peut-être. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de matchs qui m'ont frustré en fait, et c'est pour ça que j'ai du mal à dire un flop. Moi, j'aurais
En fait, on va la faire à l'équitable, c'est-à-dire que la fin du Orton Fiend m'a déçu, le match, africain m'a déçu et j'ai été un peu déçu par Asuka et Ripley aussi. Donc puisque vous avez déjà donné 2 flops, je vais donner le troisième. Désolé les filles, mais ça va être pour Rhea Ripley et Asuka. J'ai pas trouvé qu'elles avaient réussi à embarquer le public et la foule dans leur histoire, même si le résultat me plaît et la suite va sûrement être plaisante. Par contre, pour le top, ouais, écoutez, hein, c'est pas grave, hein, si on met 3 fois le même, unanimité à ce main event. Main event de folie, Roman Ouais, Reigns en feu. archi Je suis mérité. je suis curieux aussi parce qu'en fait, limite presque tout ce qui pourrait arriver me plaît. C'est-à-dire que si on réussit à avoir finalement notre Edge versus Reigns, à Backlash, je suis content. Si Edge part vers autre chose et fait un peu match de gala contre Rollins, Cesaro, un peu tout le monde, ça me va aussi. Daniel Bryan, il peut faire un peu ce qu'il veut là dans Ah, moi, je l'équation, t'avoue que c'est un peu ce que j'attends, hein, moi, dorénavant, hein, c'est Seth ouais. Rollins. Hein. Alors, le problème, c'est l'alignement, là. C'est-à-dire que Seth Rollins est heel. Mais Rollins Mais, contre Reigns, ouais. Moi, ah ouais, j'attends un Rollins versus Reigns, là. Hein. Franchement, Cesaro. Et alors, puis, alors là, mon gars, tu me vends du rêve, là. Si tu me mets un triple menace comme ça, là. En plus, ça pourrait régler justement le problème de la illitude de notre ami Seth Rollins. Alors là, si tu me vends un triple menace, Cesaro, Rollins, Reigns, mon gars, mais là, je suis aux anges. Allez, je vais essayer de te le vendre. Ah, Je vais et du coup, un bon commercial, ce Raphaël hier. voilà et du coup, moi, je vais mettre 3,25. J'ai bien aimé la soirée, mais voilà, les matchs m'ont un peu frustré et leur durée m'a déçu et j'attendais vraiment des gros enfin, peut-être qu'en termes de timing, ça, c'était pas possible matériellement, mais je voyais beaucoup de gros WrestleMania matchs de 20 minutes, notamment pour les Québécois, les Africains et tout ça et donc ouais, un peu plus frustré que la première nuit dont j'attendais peut-être moins et qui m'a donné de très belles surprises. C'est-à-dire, que ce soit Bad Bunny ou les filles ou les garçons, j'ai été déçu par personne. Mais c'était quand même, un bon WrestleMania, je trouve. On a eu une très belle WrestleMania Week. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas déçus et puis, voilà, il nous reste Monday Night Raw. On part pour une nouvelle saison, effectivement. Eh ouais. Donc, continuez à nous écouter, voilà, sur les plateformes de podcast. Alors, On est du coup, Oui, t'allais lancer la promo, en fait, là. j'allais faire la petite promo viteuf, voilà, Ouais, pour les gens. Il est Pour les chaud gens là. et j'étais chaud, voilà, il m'a interrompu, voilà, mais voilà, parce que du coup, moi, Bah, tu j'étais la feras encore toi-même du coup, hein. dans voilà, l'analyse. tonton, allez, je te la laisse. Ah ouais, OK, d'accord. Non, non, parce que moi, en fait, j'avais pas fini le débat, quoi. Pardon, vas-y. Et, Mais et on peut faire la promo, puis revenir sur le débat. C'est ah très ouais, bien aussi. si tu veux, pourquoi pas, quoi. Et si vous voulez me retrouver partout, sur tous les bons réseaux sociaux déjà, ou mauvais réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Hein. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, actionnez la cloche. Laissez-nous des commentaires, bande de chacals, de peuple de catch-up. Et puis on a quoi? Toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Voilà, ça y est, c'est bon là? Très bon, tu peux débattre maintenant. Ah, Suivez-nous. alors, débattons dans la gueule. Alors, un petit constat quand même que j'avais noté sur le Discord avec notre ami de la communauté, c'est que c'était pas un WrestleMania quand même traditionnel. Là, hein. WrestleMania, c'est quand même la fête des faces en général, c'est quand même la soirée des gentils. Et là, quand on fait le bilan, faisons le bilan, les amis. Le WWE Champ, il est heel. Le Universal Champ, il est heel. Le Intercontinental Champ, il est heel. Le US Champ, il est heel. Les Raw Tag Team Champs, ils sont heel. La SD Tag Team Champs, ils sont heel aussi. La Women's Tag Team Champs, ils sont heel. Et les Raw Women's Champs, enfin la Raw Women's Champs, dorénavant, replay, est dans un alignement heel. Ce qui fait qu'il y a une seule face qui détient une ceinture à l'heure actuelle, et pas depuis longtemps puisque ça date d'avant-hier soir, et ben c'est Bianca Belair, qui est la seule championne face. C'est incroyable. Enfin, moi, je vous avoue que dans l'histoire des WrestleMania, c'est le 37e WrestleMania, j'ai vu toutes les éditions, je n'ai absolument aucun souvenir, et vous allez peut-être me contredire, hein, pourquoi pas, mais je n'ai absolument aucun souvenir que sur les 7, 8, 9, sur les 10 ceintures, eh ben, il y a 9 champions heel pour une champion face. Pour moi, c'est historique. Je sais pas ce que j'ai en tête, mais effectivement, ça paraît assez impressionnant et puis surtout, on a eu, beaucoup de changements de titre, hein. Là, dans les statistiques, je sais pas où on en est, mais on a presque toutes les ceintures qui ont changé puisque Bobby Lashley a conservé et les championnes tag team aussi. Sinon on Ah, a changé Et du Reigns monde, hein. aussi Reigns a Oui, Reigns conservé. a ch ouais, c'est vrai, mais on a les 2 championnes féminines qui ont changé, les 2 titres intermédiaires qui ont changé ouais, il n'y a que Et la le tag team, Universal Championship et et il y a la tag team de SmackDown qui n'a pas changé. c'est c'est vrai, vrai, mais c'est la vrai que tag c'est team vrai.
peut-être Ouais. pour ça qu'il y a Non, d'ailleurs c'est autant de. Il y a peut-être beaucoup de face avant, et du coup, c'est passé côté heel. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt sur SummerSlam qu'on a l'habitude de voir des heels émerger pour tenir chaud l'hiver, et puis après, la fête des faces à WrestleMania. Là, bah, est-ce qu'ils vont pas faire l'inverse? C'est ce que je disais sur Discord, parce que du coup, comme ils vont pas miser sur un retour de la foule à SummerSlam, et du coup, mettre la fête des faces plutôt ce jour-là, que ce WrestleMania où, mine de rien, il y avait des gens, mais c'était pas non plus la méga foule, quoi. Après, on peut le voir à l'inverse, tonton. Ça veut dire qu'avant WrestleMania, on avait quand même énormément de ceintures qui étaient tenues par des faces aussi dans cette période de Ah ouais, bien sûr, Coronamania. bien sûr, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai que les ceintures étaient globalement toutes détenues par des faces pour le coup. Mais dans le cadre d'un WrestleMania, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Je vous dis, hein, ça a été quasiment une fois que le titre s'est joué là hier soir. Tout de suite, de toute façon, j'ai réagi à ça. Je me suis dit, putain, c'est dingue, encore un heel qui gagne une ceinture, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors, ils ont peut-être bien joué le coup, la WWE, parce que c'est pour ça que j'avais le doute pendant le main event d'hier soir, hein, où je me suis dit, avec tous les heels compris des ceintures là, peut-être que pour Roman Reigns, ça sent le pâté, quoi. Eh ben non, ils ont été jusqu'au bout de leur idée, quoi. Et puis Roman Reigns, lui, a fait le job, quoi. Mais c'est vraiment WrestleMania, moi, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup surpris. C'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, ça m'a pas trop choqué, vu que il y a certains matchs où les heels étaient limite les faces, comme AJ et Omos, pour moi, ils étaient limite face dans le match. Sheamus, moi, je le considère comme face parce qu'il pète la gueule à Riddle. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibre, quoi. Ouais, c'est vrai. Les alignements version papy. Ah mais presque Biggie Apollo, pareil, hein. Biggie, il est sûrement très populaire auprès du public, mais il s'est comporté comme un connard un peu dans la feud, hein. Il voulait pas faire le match, il était dans son canapé. C'est peut-être plus une éclosion de nouveaux personnages aussi, hein, parce qu'on a des Apollo qui est récemment, dans sa gimmick, Rhea Ripley qui est récente aussi, Omos et AJ Styles qui sont tout nouveaux en tag team, donc on a une nouvelle phase là qui arrive. Ça, là pour le coup, je pense que la nouvelle saison elle va être vraiment bien marquée, hein. Même si on en a parlé d'ailleurs pendant la review de la nuit 1, hein, effectivement, que Homos et AJ Styles, c'est une équipe qui a toute capacité à devenir face, hein. Il suffirait de pas grand-chose, hein, pour Oui, être transformé en face, hein. Parce que je pense que Homos, Styles a déjà prouvé largement qu'il peut être un top babyface absolu. Et Homos, je pense, il lui manque que très peu de choses pour obtenir les faveurs du public du côté lumineux de la force. exact. Mais à voir le retour du Thunderdome, ce que ça va donner. Ah là 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 là, eh Ne m'en ouais, parlez pas. retour aux affaires à partir de ce soir. Et Avec ouais, Eva bon. Marie. Bon, peuple de Ketchup, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter, à regarder ces WrestleMania, la nuit 1, la nuit 2, les takeovers, les Raw, les SmackDown. On a été intensément là toute cette semaine. Voilà, grand chelem pour tonton. Félicitons-le, on peut l'applaudir. Bravo, bravo à moi. Bravo à tonton qui nous a fait toutes les reviews. Et contrairement à Giscal qui lui n'en a fait aucune, et IRM non plus, mais ils sont très occupés, on les félicite. Ils nous aident beaucoup à la technique, Enfin, surtout surtout IRM. IRM. Ouais. Surtout IRM. Disons. Ah, c'est la soirée de Giscard. Les absents, Bien, toujours tort. les Eh absents ont oui, toujours tort. Et vous êtes là, peuple de Ketchup, vous n'êtes pas absent, donc vous avez raison. N'hésitez pas à nous donner, on vous a dit par écrit, votre avis sur WrestleMania et puis votre avis sur ces reviews. Vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec nous. Et puis comme nous-mêmes, on n'est pas d'accord entre nous, dites-nous si vous penchez plus d'un côté ou de l'autre, hein. Là, on est triple threat, nous. Et puis, voilà, on n'est pas encore au Raw du lendemain. Donc c'est le moment de faire les pronostics, hein. On a dit Becky Lynch, Charlotte, Eva Marie, Lars Sullivan, Jinder Mahal est là, hein, on l'a vu, il est affûté, il va peut-être faire un retour, qui sait, ça va être formidable. Peuple de Ketchup, je vous remercie de votre attention. Je remercie mon camarade Papy d'avoir été là encore et toujours. Merci Papy. Merci à toi, Raphaël, de m'avoir invité dans cette émission de longue haleine, mais passionnante. Mais ce fut un plaisir, la porte est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte aussi pour le luchador des podcasts. Tonton, tu vas pouvoir te merci. reposer en paix maintenant. Tu as Ouais, ouais. passé ce WrestleMania Week avec brio. Merci à toi. Merci mon bon Raphaël. C'était un plaisir comme d'habitude de faire cette review avec vous deux. Voilà, on s'est bien éclaté cette semaine, hein. Ça a vraiment été, je crois, la semaine. Pourtant, j'en ai fait un paquet des reviews sur Catch Up dorénavant, mais là, je crois que là, cette semaine, c'est quand même assez. C'est une semaine de tous les records pour nous tous, hein, de toute façon. J'espère que le peuple de Catch Up nous en sera gré et reconnaîtra un peu tout le contenu qu'on lui offre chaque semaine.
Donc, merci beaucoup à vous deux et merci beaucoup à tous nos auditeurs. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison de catch. On continue. On est toujours là sur Catch Up 24/7. À très bientôt. Ciao tout le monde. Salut à tous! Salut les gaziers, salut Giscal et salut peuple de catcheurs. Allez, c'est parti pour la saison 38. Ouais, finalement, cette semaine était bien, hein. Hormis le finish de Walter, tout était bien. Ouais, papy anti-athée.